Alors, tout savoir sur les études en Australie, de quoi on va parler ce soir. J'espère que le menu vous plaira. On va voir un petit peu les destinations Australie assez rapidement, hein, puisqu'il y a quand même pas mal de villes étudiantes en Australie, et surtout aussi un petit peu pourquoi l'Australie est une destination de choix pour étudier. Dans un second temps, on va voir les différents programmes d'études. Faut savoir que quand on va étudier en Australie, on peut étudier plusieurs choses. Il y a notamment 3 grands domaines d'études qu'on verra à ce moment-là. Ensuite, pourquoi choisir The University of Western Australia? Je laisserai l'opportunité et la main à Olivier pour pouvoir présenter un petit peu l'université, puis il nous parlera un petit peu plus en détail aussi de la ville de Perth, sachant que je ne pense pas que je m'avance trop quand je dis que ça fait plus de 20 ans qu'il vit en Australie. Il est français, hein. Donc il saura vous parler mieux que personne, je pense, et de Perth et de la vie en Australie en général, et surtout de l'université pour laquelle il travaille. Et si je ne me trompe pas, il a été étudiant, il a commencé étudiant dans cette université. Donc c'est une sacrée histoire. Ensuite, on verra l'inscription, comment s'inscrire, quels sont les documents à fournir, etc. pour pouvoir s'inscrire sur un programme d'études en Australie. On parlera aussi du visa étudiant. Alors, d'après les inscriptions que j'ai vues, vous n'êtes pas tous sur un projet de visa étudiant pour l'Australie. On parlera, je parlerai aussi très rapidement du Working Holiday Visa parce que sur ce visa-là, et j'ai vu qu'il y a certains de vous qui ont un projet de Working Holiday Visa, sur le Working Holiday Visa, vous pouvez aussi étudier. Hein. Donc, je vais parler en priorité du visa étudiant, mais sachez que sur le Working Holiday Visa, vous pouvez étudier jusqu'à 4 mois maximum, en général des cours d'anglais. J'en parlerai rapidement. On parlera aussi du logement, donc quel type de logement on peut espérer avoir en Australie, un petit peu comment ça fonctionne. On parlera aussi du job étudiant, parce que je sais que ça vous intéresse aussi de savoir comment on fait pour travailler en Australie. Et puis, on a la chance en Australie d'avoir un visa étudiant qui nous permet de travailler au moins en temps partiel à côté des cours. Donc, on pourra faire une petite partie sur ça. Et on terminera par le visa 485. Je ne sais pas si ça parle déjà à certains de vous. Le visa 485, c'est un visa de travail post-études. Donc, c'est quand même une super opportunité. C'est assez intéressant. C'est pour ça que je vais en parler rapidement aussi à la fin de ce webinaire. Et puis, pour finir, pourquoi partir avec GoStudy? Je vous expliquerai un petit peu qui on est, nos services et pourquoi c'est super intéressant pour vous de partir avec nous et avec nos services. Donc, je vais commencer par les destinations, ou en tout cas la destination Australie. Bon, si vous êtes là ce soir, c'est que c'est pour une bonne raison, c'est que vous avez choisi parmi d'autres destinations la destination Australie. Je vais vous donner quelques chiffres, mais bon, je pense que vous êtes un petit peu renseignés déjà, mais quelques chiffres parlants. 12e pays le plus heureux au monde. On sait que l'environnement et la qualité de vie en Australie est assez exceptionnel. C'est un mélange entre modernité, la plage, et puis une faune et une flore qui est assez unique et incroyable. Ce qui fait de l'Australie le 12e pays le plus heureux au monde, et on comprend pourquoi. 3e destination la plus populaire pour une expérience à l'étranger. Il y a aussi les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, qui sont aussi des grosses destinations étudiantes, mais c'est vrai que l'Australie a la place de 3e destination populaire depuis un moment maintenant, parce que, pour toutes les raisons aussi que j'ai citées précédemment, l'environnement, la qualité de vie, mais aussi la qualité du système éducatif, un système qui est reconnu dans le monde, le fait que ce soit un pays anglophone aussi et qu'on puisse améliorer son anglais sur place ou alors étudier en anglais, donc perfectionner son anglais, etc. Et puis le fait que ce soit reconnu internationalement d'étudier en Australie par les employeurs, c'est un réel atout sur le CV quand on note quand on dit que dans notre expérience, on a étudié ou l'anglais, ou on a préparé un examen de langue en Australie, on a fait une formation, une licence, un master, voilà, c'est un réel atout sur le CV. Ça permet de se différencier quand même pas mal des autres.
Top 15, donc dans le top 15 monde se trouve en Australie, il y a 3 villes étudiantes qui se trouvent dans le top 15 monde des villes les plus étudiantes, on va dire, du monde. Donc, ça prouve à quel point l'Australie est un pays qui est quand même assez plébiscité en termes d'études pour les étudiants internationaux. Sur la carte, alors n'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous avez des questions ou autres. Hein, ou si jamais, par exemple, vous ne m'entendez plus à un moment donné. Voilà. Alors, sur la carte, vous pouvez voir donc la carte de l'Australie en orange. Je vous ai mis un petit peu les destinations principales, on va dire, pour étudier en Australie. Je vais rapidement faire un tour de chaque destination. Alors, Perth, c'est la seule grande ville, comme vous pouvez le voir, sur la côte ouest, parce que sinon, tout se concentre sur la côte est en Australie. Hein, ça se voit bien sur la carte. Je laisserai Olivier, si il arrive à se connecter, nous présenter la ville de Perth plus en détail. C'est une ville, on va dire, à taille humaine. Ça reste quand même une grande ville, hein, économiquement, mais c'est une ville qui est plus à taille humaine que Sydney et Melbourne, qui vont être des plus grandes villes. C'est une ville où il fait bon vivre. Moi, pour avoir vécu un petit peu à Perth, c'est pour avoir un petit peu fait la côte ouest en van, etc. Il y a un environnement autour de Perth qui est assez incroyable, c'est assez sauvage. Et il y a de magnifiques couchers de soleil. Ça, c'est un détail, mais voilà. C'est quand même une région qui est assez jolie. Et puis c'est intéressant si on n'a pas envie d'être dans le plein boom de la côte est, on va dire. Brisbane, donc sur la côte ouest, c'est une ville étudiante qui est en plein boom économique d'ailleurs, qui a plein d'atouts. Il fait souvent beau. Au niveau de la météo, c'est assez sympa. Le seul point, on va dire, négatif, mais qui n'en est pas vraiment un, c'est que c'est pas une ville qui est directement sur la plage. Si vous cherchez à avoir une ville les pieds dans l'eau, c'est pas le cas de Brisbane. Il y a un lagoon artificiel qui est quand même sympa, dans lequel on peut se baigner, etc. Et ça reste une ville qui a une demi-heure, une heure des plages paradisiaques de la côte est. Donc super ville étudiante. Gold Coast, qui est beaucoup plus petit que Brisbane. Vous pouvez voir un petit peu dans la petite pastille, c'est des kilomètres de plage, Gold Coast, avec un cœur économique qui s'appelle Surfers Paradise, avec des très hauts buildings, etc. C'est vraiment, si vous aimez le surf, la plage, côté petit Miami d'Australie, vous allez vous plaire à Gold Coast. Puis il y a des parcs régionaux incroyables dans les terres. Et pour la petite anecdote, c'est l'endroit où j'ai vu pour la première fois des baleines en étant de la plage. Donc, c'est pour vous dire aussi à quel point c'est aussi un endroit sympathique, Gold Coast. Sydney, bon, l'incontournable d'Australie, je pense que tout le monde connaît cette ville, avec l'Opera House qui est l'emblème de Sydney, qu'on voit dans la pastille. Sydney, c'est une ville à 100 à l'heure, même, je dirais, à 1000 à l'heure. Donc, si vous voulez... si vous ne voulez pas vous ennuyer, vous voulez une grande ville, que vous aimez les grandes villes, Sydney, ça pourra tout à fait vous convenir, en sachant qu'il y a un côté cœur économique, ville, building, etc. dans un sens, et dans un autre sens, il y a aussi un côté plage, plus chill, relax, etc., avec notamment Bondi Beach, que vous connaissez peut-être, qui est une des plages les plus connues en Australie. Donc, il y a un petit peu ces deux facettes-là à Sydney qui sont assez intéressantes. Et pour finir, Melbourne. Bon, Melbourne, capitale plutôt culturelle, européenne. Quand on pense Melbourne, on pense plus culture, histoire, événements, festivals, etc. C'est notamment connu pour les événements Formule 1, tennis, hippique, etc. Super ville aussi. Donc, en général, on a des pro-Sydney et des pro-Melbourne quand on a visité un peu l'Australie. Donc, c'est du 50-50 en général. Donc, super ville aussi. C'est aussi grand que Sydney. Hein. On va dire que Sydney, c'est la capitale économique et puis Melbourne, c'est la capitale plutôt culturelle. On ne voit pas sur la carte, mais à l'est de Melbourne, dans le petit creux, là, il y a aussi Adélaïde qui est un petit peu aussi en plein boom, qui n'était pas trop connu avant. Et il y a de plus en plus d'écoles qui s'installent là-bas. Donc, intéressant aussi si vous voulez avoir un petit peu un autre côté de l'Australie, un peu moins touristique. Un peu moins connu, je dirais plutôt.
Ensuite, au nord-est, au-dessus de Brisbane, tout au-dessus, presque, enfin, à la limite, avant le petit pic en haut, on a Cairns avec la barrière de corail, etc. Je ne l'ai pas mis parce que c'est assez petit, on a très peu d'étudiants qui y vont. Et tout à fait de l'autre côté, en haut de la côte ouest, on a Darwin, qui est aussi une très petite ville située dans le Northern Territory, qui est j'y ai vécu quelques mois aussi, donc je connais bien. C'est une toute autre facette aussi de l'Australie, plus authentique, je dirais. Intéressant aussi, si vous avez l'occasion de voyager un petit peu, de voir aussi ces villes-là qui sont un petit peu moins connues, quoi. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu. Et pourquoi j'ai choisi de présenter ces villes-là aussi sur la carte? C'est parce que nous, GoSteady Australia, je vous en dirai plus à la fin de la présentation, on a des bureaux en Australie, c'est-à-dire que notre accompagnement, il commence ici en France, mais il continue aussi en Australie. On a notamment des agences avec des conseillers ou conseillères françaises à Brisbane, Sydney, Melbourne et Perth. Donc, si vous allez dans une de ces villes-là, vous pourrez rencontrer nos conseillers, nos conseillères. On fait aussi des événements, etc. Je vous en dirai plus à la fin de la présentation quand je présenterai plus en détail GoSteady. Donc, j'espère que déjà, vous avez une vision un petit peu plus globale et détaillée de l'Australie. Alors, les programmes d'études en Australie, il y a 3 grandes familles, on va dire, d'études en Australie. Il y a ce qu'on appelle ELICOS, ça va être cours d'anglais, VET, les formations professionnelles, et tout ce qui est Higher Education, donc c'est les études supérieures. Donc tout ce qui est études universitaires. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les cours d'anglais? Il y a plusieurs types de cours. Ça peut être anglais général, grammaire, vocabulaire, prononciation. Ça, c'est si on veut améliorer, perfectionner son anglais. English for Business, c'est de l'anglais plutôt orienté sales and marketing, customer service, RH, voilà, des choses un petit peu plus spécifiques business commerce. IELTS Preparation, c'est une préparation à un examen international de langue. Donc, sachant que l'IELTS, c'est un système de points. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, entre guillemets, rater votre IELTS. Vous allez avoir soit peu de points, soit beaucoup de points. Au plus vous avez de points sur une échelle spécifique, au plus votre niveau d'anglais est bon. Et c'est un examen qui est valable 2 ans. Donc, au bout de 2 ans, il est périmé, il faut le repasser. C'est une branche voisine, on va dire, du TOEFL que vous devez un petit peu plus connaître. Le Cambridge, donc le Cambridge, à contrario par rapport à l'IELTS, c'est un diplôme. C'est-à-dire que c'est un diplôme qui est valable à vie. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Vous allez passer le Cambridge niveau B2 qui s'appelle le FCE, ou alors vous allez passer le Cambridge niveau C1 qui s'appelle le CAE, ou le C2, le CPE. Vous allez passer l'examen, soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Si vous ne l'avez pas, il faut le repasser, mais l'avantage, c'est que si vous l'avez, il est valable à vie. Donc, ça prouve que vous avez, par exemple, un niveau B2 avec le Cambridge FCE, que vous avez un niveau B2 pour la vie. Voilà. Le demi-pair, c'est de l'anglais plus du au pair. Donc, c'est de l'anglais, on va dire, à temps partiel et du au pair à côté. Au pair, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Donc, c'est un mix des deux, on va dire. English plus. Donc, ça, c'est des écoles qui proposent anglais plus volontariat, anglais plus yoga, anglais plus... il y en a d'autres, ça m'échappe, engineering ou anglais plus surf, ou voilà, il y a plein de choses différentes. Donc ça, si ça vous intéresse, c'est à voir avec vos conseillers ou vos conseillères pour avoir plus de détails. English for Academic Purpose, c'est plus de l'anglais donc académique, comme son nom l'indique, et ça, c'est plus quand on souhaite intégrer l'université à la suite, après ces cours d'anglais. Donc, ça prépare vraiment à intégrer des études supérieures en Australie et être bien armé pour ça. Ça peut s'appeler aussi English Bridging, donc en passerelle, on va dire, vers des études universitaires. Dans les formations professionnelles, du plus bas niveau au plus haut niveau, on a les certificates 2, 3, 4 qui peuvent s'intégrer en général sans le bac, en tout cas pour le 2, 3. Le 4, en général, il faut le bac, mais ça dépend des écoles. Au-dessus, on a le diplôme. En général, il faut avoir le baccalauréat pour pouvoir l'intégrer. Et encore au-dessus, le plus haut niveau de la formation professionnelle, on a le Advanced Diploma. On va dire que c'est l'équivalent d'un bac plus 1.
Bac+1 plutôt BTS, DUT. Si on a validé un diplôme ou un advanced diploma, ça peut nous amener à une passerelle vers une première année de bachelor qui est l'équivalent d'une licence ou une deuxième année de bachelor en Australie. Donc bachelor égale licence, hein, c'est ce qu'il faut retenir. Donc là, on arrive dans les études universitaires. Donc les études universitaires, c'est post-baccalauréat, puisque le bachelor, c'est l'équivalent d'une licence. Ensuite, au-dessus, on a le graduate certificate, le graduate diploma, ça va être l'équivalent de un semestre ou une année de master. Voilà, si par exemple, vous avez une licence, vous voulez vous spécialiser dans un domaine, mais vous ne voulez pas faire un diplôme inférieur à ce que vous avez déjà, vous souhaitez faire une spécialisation dans un niveau de second cycle, donc un niveau post-licence, vous avez cette possibilité de faire un graduate certificate en 6 mois ou un graduate diploma en 1 an. Si vous n'avez pas envie de partir sur un master, donc qui est le niveau au-dessus, qui est en général en 1 an et demi ou 2 ans. Il y a des masters en Australie en 1 an, mais c'est quand même plus rare. Et puis ça dépend aussi du domaine d'études. J'ai mis 3 petits encarts en gris que vous devez voir. Il y a l'année de césure académique. Ça peut être assez intéressant si vous êtes en post-bac. Donc, vous avez le bac, vous avez envie de faire une expérience internationale, vous avez envie de partir à l'étranger, mais vous avez envie d'être quand même un minimum encadré académiquement parlant. Vous n'avez pas envie de faire un working holiday visa, de faire du travail en ferme, ça ne vous intéresse pas. Vous, ce que vous voulez, c'est continuer à être dans une école ou université. L'idée, c'est de faire un semestre à l'université, d'être en immersion dans une université australienne. Et pendant ce semestre-là, vous pouvez choisir 3 à 4 sujets d'études de licence, mais ça peut être 3 à 4 sujets très différents. Si vous hésitez un petit peu sur votre orientation, c'est l'occasion d'essayer différentes choses. Par exemple, vous pouvez choisir 4 sujets d'études. Donc, quand je dis 4 sujets, c'est 4 unités d'enseignement, on va dire. Ça peut être business, ça peut être biologie marine, ça peut être physique et marketing, par exemple. Si vous choisissez 4 sujets, ça peut être 4 sujets très différents. Si vous n'avez pas le niveau d'anglais, c'est pas un souci, vous pouvez faire ce qu'on appelle, c'est pour ça qu'on l'appelle année de césure académique. Vous partez en septembre jusqu'en décembre pour faire des cours d'anglais et vous remettre à niveau pour ensuite intégrer un semestre à l'université australienne entre janvier et en général c'est février jusqu'à mai. Voilà, donc vous partez de septembre jusqu'à mai-juin en Australie, donc c'est vraiment une année de césure académique et puis ensuite vous rentrez en France pour intégrer vos études en France. Voilà, donc ça fait un break d'1 an, c'est assez intéressant si vous avez envie de perfectionner l'anglais et de faire une première immersion à l'université. Cette idée de semestre, ça peut se faire aussi quand vous êtes en licence ou en master, par exemple, et que votre école vous autorise à partir 1 semestre ou 2 semestres à l'étranger. Soit votre école a déjà un partenariat avec une université en Australie, auquel cas ce sera un échange universitaire et vous n'aurez pas forcément de frais de scolarité à payer. Ça, c'est à voir. Et là, on peut vous accompagner qu'au niveau des services administratifs. Soit votre université vous autorise à partir 6 mois à 1 an, donc 1 semestre ou 2 en Australie. Et dans ce cas-là, et n'a pas de partenariat avec une université en Australie, auquel cas, moi, par exemple, je peux vous trouver une université. On voit ensemble les sujets d'études que vous devez étudier pour valider votre semestre. Vous les validez avec votre université. Et puis ensuite, vous rentrez en France. Le Top-Up Bachelor, dernier programme que je vais présenter là. Donc, c'est un programme, une fois que vous avez validé un BTS ou un DUT, spécifiquement business, marketing plutôt, ou hôtellerie, vous pouvez derrière intégrer directement une 3e année de licence, généralement Bachelor of Business. Donc, vous avez l'opportunité de valider en Australie une licence en 1 an après un BTS. Donc, très, très intéressant, puisque vous partez que 1 an au lieu de 3 pour le bachelor, vous avez déjà un BTS, et que les frais de scolarité, du coup, vous n'avez à les payer que sur une année. Alors, sur tous ces programmes-là, je ne sais pas si Olivier est là, parce que je ne vois pas qui est connecté ou pas, de University of Western Australia, que représente du coup Olivier Charpenay qui est avec nous aujourd'hui, propose, il vous en parlera tout à l'heure au niveau des cours d'anglais, puisqu'ils ont un centre de langue dans leur université.
Et puis, il propose également l'année de césure académique, le semestre universitaire, le bachelor, les graduate certificate diploma et master degree. Donc, il vous en parlera plus en détail tout à l'heure. Je ne sais pas si tu m'entends, Olivier. Non, Elvire, malheureusement, Ouais. Olivier a un souci. A priori, tout le monde nous entend à part lui. Ok. Donc, ça risque d'être compromis pour sa présentation UWA Center of English. Donc, Ok. Bon, mais donc, j'en parlerai rapidement parce que je connais un petit peu l'université, donc je vous la présenterai un petit peu quand même. Mais voilà, ouais, j'en parlerai tout à l'heure, mais en tout cas, elle propose quasiment tous les programmes que vous voyez ici, sauf les formations professionnelles qui sont plutôt des programmes qui sont proposés par des écoles privées ou alors des écoles publiques qu'on appelle des établissements TAFE. J'y reviendrai tout à l'heure. juste Elvire, est-ce que tu peux regarder, enlever ton mode de plein écran et regarder? Parce que je vois que Olivier, il est en autre invité et il était en mode compagnon, voir si tu peux pas lui donner accès sur le Ouais, chat à quelque chose. Donc, tu cliques sur les petits je vais bonhommes à regarder. droite. Hein. Ouais. Là, ouais. Vas-y, parce que c'est toi qui as le lead. Descends, tout en bas. Et on peut pas tu dois cliquer droit dessus. Non, ou cliquer dessus, voir une fois, non. Il est en mode compagnon, hein, donc je sais pas pourquoi lui, il a le même lien que tout le monde pour se connecter ou il avait un Oui. différent lien. Non, non, il a le même. Donc c'est étonnant. C'est étonnant, c'est étonnant. Bon, Peut-être qu'il peut essayer de se connecter avec une autre adresse mail. ouais, sans doute. Ouais. Éventuellement une autre adresse email. Je vais voir. Continue ta présentation, je vais Ouais, voir si avec tu lui. peux lui envoyer le lien avec peut-être qu'il se connecte avec une autre adresse, éventuellement. Ouais. Je reprends. Hein. Est-ce que vous avez des questions déjà jusque-là? Est-ce que c'est pas trop confus? Je vais détailler un petit peu chaque programme, mais rapidement. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Moi, j'ai une question. Oui, dis-moi. Je me présente, je m'appelle Joseph. Oui, Je suis en terminale professionnelle en lycée ouais, à Tourcoing. Et ouais. là, j'ai écouté, depuis le début, j'écoute. Et j'ai compris que là vous êtes en partenariat avec, avec l'université australienne. Ouais, alors on est en partenariat avec plusieurs écoles en Australie, que ce soit des écoles qui proposent des cours d'anglais, des formations professionnelles ou des études universitaires. D'accord. Et Alors, on est partenaire avec toutes les universités australiennes. Juste aujourd'hui, on avait une présentation. On a une présentation avec une spécificité avec l'University of Western Australia, notamment le centre de langue sur Perth, tout simplement. D'accord, ok. Et je voudrais savoir, ce qui m'intrigue le plus, c'est de savoir si l'université nous prend complètement. Pas si il nous prend définitivement comme étudiants. Alors, tout dépend ce que tu veux faire comme programme. Si par exemple tu veux partir sur une licence et que tu as les prérequis pour intégrer une licence en Australie, tu envoies ton dossier d'inscription, mais j'y viendrai après si tu veux bien attendre un petit peu. Ensuite, tu verras, je vais parler de comment s'inscrire à l'université, comment ça fonctionne. Et puis si par exemple tu es accepté à l'université pour faire une licence qui dure 3 ans, eh bien l'université t'accepte bien sûr pour effectuer tes 3 ans d'études. D'accord. Est-ce que ça a répondu à ta question? Ouais, ça m'a répondu à ma question. Ok, super. Alors, Olivier vient de se connecter avec une autre adresse email, j'ai vu, Ouais. mais il est en mode compagnon. Alors, je ne sais pas ce que c'est ce mode compagnon. Je ne sais pas s'il nous entend, Olivier. Si tu peux nous parler dans le chat avec. Excusez-nous, hein, on va prendre juste C'est 2 les minutes problèmes pour essayer techniques de du régler ça. live. Ouais, c'est les aléas du live, exactement. Non, il a un mode compagnon, il doit avoir une restriction sur son ordinateur ou quelque chose comme ça. Je regarde. Hein. Je peux ajouter en tant que coordinateur. Vas-y, essaye, en tant que grand organisateur. Mais il faut qu'il a ajouté, ouais, vas-y. C'est fait. Mais à mon avis, c'est un problème de micro.
Olivier? Bon, c'est pas grave, continue, Elvira, hein, je vais gérer derrière. Allez, c'est parti. Alors, donc je reprends. On était dans les programmes Australie. Donc, les cours d'anglais, si c'est ce qui vous intéresse, les types de cours, on l'a vu déjà. Au niveau des rentrées, vous pouvez partir pour l'anglais général, c'est rentrée tous les lundis toute l'année. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 52 rentrées par an. Il y a 52 semaines dans l'année. Par contre, si vous voulez partir sur un programme spécifique comme préparation IELTS ou Cambridge ou English for Academic Purpose, il y a parfois des rentrées toutes les 5 à 10 semaines. Donc ça, c'est à voir plus en détail. La durée, c'est 12 semaines minimum parce que c'est un visa étudiant, mais si vous voulez faire un Working Holiday Visa, il n'y a pas de minimum. Mais c'est vrai que si vraiment vous voulez perfectionner, on va dire que c'est 2-3 mois minimum si vous voulez vraiment avoir un retour sur investissement. Et après 36 semaines et plus, ben, si vous voulez partir sur un vrai séjour linguistique longue durée, que vous partez sur de septembre à juin, admettons, et que vous voulez faire que des cours d'anglais, généralement, on peut proposer 3 sessions de 3 mois de cours avec un break entre-temps pour souffler un petit peu. Et puis parce que si vous faites 1 an de cours d'anglais, vous pouvez, hein, si vous voulez faire 52 semaines de cours d'anglais, mais au bout d'un moment, vous allez peut-être vous ennuyer un petit peu. Au niveau du prix, ben, on passe du simple au double, hein, entre 150 et 300 € la semaine, déjà pour plusieurs raisons. La qualité de l'école, le type de programme que vous allez faire et l'emploi du temps. L'emploi du temps, les cours d'anglais en général, c'est 20 heures de cours par semaine. Vous avez le choix entre, ça dépend des écoles, hein, encore une fois, mais en général, vous avez le choix entre les cours du jour. Donc, c'est 8h30, 9h jusqu'à 13, 14, 15h du lundi au jeudi ou du lundi au vendredi. Ou sinon les cours du soir, qui sont plutôt plébiscités par les gens qui sont déjà en Australie et qui ont déjà un job. Sinon, les cours les plus plébiscités, qui ont le plus de succès, c'est plutôt les cours du jour. Donc les cours du soir, c'est 17h, 21h, 17h30, 21h30, ça dépend des écoles. Et il y a certaines universités qui ont des cours de l'après-midi. Bon, ça c'est assez rare, et puis ça coupe la journée, donc c'est pas en général, vous aimez pas trop ça, on va dire. Les prérequis, ben aucun pour les cours d'anglais général, tous les niveaux sont acceptés, donc si vous êtes débutant en anglais ou si vous n'avez pas confiance en votre anglais, ben, le but c'est de vous améliorer justement, d'où le fait qu'il n'y ait pas vraiment de niveau. Bon, en général, quand on a été à l'école en France, on est si on est vraiment moyen à A2, B1, quoi. Si vous avez un petit peu les références, B1, c'est intermédiaire. Par contre, pour les cours IELTS Preparation ou Cambridge à partir du FC, comme je vous disais, il y a des niveaux, ou English for Business, ça va être un niveau d'anglais B2 requis. Vous avez un test d'anglais gratuit à faire pour voir quel est votre niveau d'anglais et est-ce que vous pouvez intégrer des cours spécifiques ou pas. Et pour l'anglais général, vous avez aussi un test d'anglais à faire que vous faites soit avant le départ, soit sur place, selon les écoles, et qui va définir en fait votre niveau et dans quelle classe vous allez être, puisque vous allez être par groupe de niveau. En général, moins de 20 étudiants hein, par classe. Voilà. Ce qui fait que c'est très différent des cours que vous avez pu connaître si vous, au lycée, par exemple. Là, c'est par groupe de niveau, ce qui permet de se perfectionner quand même beaucoup plus vite. Et vous êtes avec des étudiants internationaux du monde entier. Et vous ne pouvez pas forcément parler français avec votre voisin ou votre voisine. C'est tout l'intérêt. Ben, l'objectif des cours d'anglais, forcément améliorer son anglais, se créer un réseau aussi international. Comme je vous disais, vous êtes avec des étudiants internationaux. Certification d'anglais si vous faites IELTS, préparation à l'IELTS, pour rappel, donc équivalent TOEFL ou un Cambridge. Travailler, puisque ça peut vous permettre aussi de trouver plus facilement un job en Australie, de parler anglais, forcément, c'est indispensable. Intégrer une université, si vous voulez faire un package anglais plus bachelor, par exemple, anglais plus licence, ou anglais plus formation professionnelle, c'est tout à fait possible. Et pour ceux qui rêvent d'immigrer en Australie, il y a certains visas de travail aussi qui demandent à avoir un certain niveau d'anglais, et donc de faire une préparation IELTS et d'obtenir un certain niveau pour le fournir à l'immigration. Voilà pour les cours d'anglais. Les formations professionnelles, type de cours, bon, on l'a vu tout à l'heure.
J'espère que c'est clair pour vous. Domaine le type de cours que vous pouvez faire, enfin le domaine d'études, ça va être tout ce que vous pouvez trouver en France en CAP, BEP, DUT, BTS. Vous allez le retrouver en Australie sur des formations professionnelles. Voilà, pour faire simple, hein. Pour simplifier un petit peu la chose, c'est ça. C'est beaucoup plus flexible que des cours d'anglais puisque vous allez avoir vos cours qui sont répartis en général sur 2 jours par semaine. Donc, c'est quand même assez intéressant si vous avez envie de vous libérer du temps. C'est ce qu'il vous faut, on va dire, mais il faut avoir un niveau d'anglais B2 pour pouvoir intégrer ces formations professionnelles. Ça, c'est les prérequis. Donc, pareil, il y a un test d'anglais à faire pour définir votre niveau. Si vous avez le niveau, tant mieux, vous pouvez intégrer la formation en direct. Si vous n'avez pas le niveau, vous pouvez faire un package, j'en ai parlé tout à l'heure, avec une remise à niveau en anglais qui se fait sur place, dans la même école en général. Donc en général, c'est une école qui propose des cours d'anglais et des formations professionnelles. Vous faites d'abord les cours d'anglais, donc en fonction de votre niveau, vous allez devoir faire 2 mois, 3 mois, 4 mois de remise à niveau en anglais avant d'intégrer votre formation. Niveau d'études, j'en ai parlé, hein, soit seconde, première ou bien baccalauréat selon le diplôme que vous avez choisi. Au niveau des rentrées, ça dépend des établissements. Entre 2 rentrées par an, février, juillet, c'est les rentrées officielles des études en Australie, ou 12 par an, puisque vous avez des écoles qui proposent même des formations tous les ans. Pour vous donner quelques exemples, vous pouvez faire par exemple un certificat 4 in business et un diplôme en management, ou vous pouvez faire un diplôme en social media marketing ou un diplôme pour devenir pour étudier dans la cuisine ou dans le yoga ou pour être prof de yoga ou prof de fitness. Enfin, c'est vraiment très, très varié. La durée, 6 mois pour un certificat 3 ou 4, je dirais plutôt 3, et 18 mois et plus pour le certificat 4, diplôme, advanced diplôme, si vous faites des packages, c'est-à-dire que vous pouvez faire par exemple un certificat 4 plus un certificat 4 en 1 an, plus un diplôme en 1 an, et bien en tout, ça vous fait 2 ans d'études. Voilà. Le prix, pareil, hein, c'est difficile de donner une moyenne puisqu'on est à l'année entre 3 800 et 10 500 €. Pourquoi? On revient toujours à la même chose, hein, la qualité de l'école. Vous avez des écoles qui sont plus axées sur la flexibilité, etc. pour l'étudiant, et d'autres écoles qui sont vraiment plus axées sur la qualité, le niveau du diplôme et le domaine d'études. Un diplôme en business va être moins cher, par exemple, qu'un diplôme en commercial cookery, par exemple, en études de cuisine. Voilà. Parce que ça demande plus de professeurs éventuellement qualifiés, du matériel, un environnement spécifique pour étudier, etc. Objectif, c'est un diplôme australien. Donc, c'est pas, je le précise, hein, c'est pas un diplôme reconnu internationalement. Ça n'empêche que ça a quand même une valeur aux yeux d'un employeur, hein. Si vous passez un BTS en France, c'est un diplôme français. C'est pas pour ça que ça n'a aucune valeur à l'étranger. Vous avez quand même validé un diplôme dans un domaine spécifique. Une expérience à l'international. La formation professionnelle, il faut la voir aussi comme ça. Si vous avez envie de vous spécialiser, vous réorienter, c'est l'occasion idéale d'aller aussi à l'étranger pour faire cette spécialisation ou cette réorientation pour un budget qui est quand même assez abordable, entre guillemets. Ça dépend encore une fois de l'école et du domaine d'études. Mais ça vous permet aussi, si vous avez déjà fait un Working Holiday Visa, par exemple une première année ou 1 ou 2 ans de Working Holiday Visa, que vous voulez rester en Australie ou retourner en Australie, ça peut vous permettre d'avoir un visa facile, entre guillemets, hein. Je parle du visa étudiant, je détaillerai tout à l'heure, pour revenir en Australie, pouvoir travailler à temps partiel, avoir que, entre guillemets, 2 jours de cours par semaine, voilà, et pouvoir avoir un vrai projet sur place, un visa, tout simplement, pour aller en Australie. Voilà. Donc, et le visa 485, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc voilà, ça peut être des objectifs assez variés, ça peut être intéressant pour vraiment différents types de profils. J'espère que c'est clair jusque-là. Études universitaires, donc ça va être toutes les études qu'on fait à l'université. J'en ai parlé tout à l'heure, hein, tous les programmes spécifiques qu'on peut faire.
À la différence de la formation professionnelle, les études universitaires en Australie, elles sont reconnues internationalement. Si vous validez un bachelor, donc une licence, c'est valable internationalement. C'est-à-dire qu'ensuite, vous pouvez rentrer en France pour faire un master, par exemple. Il y a 2 rentrées par an en général, février, juillet. Il y a quelques rentrées qui sont possibles entre septembre, octobre, novembre sur certaines universités, puisqu'ils s'adaptent aussi au calendrier européen. Donc, c'est plutôt pratique aussi pour nous ici en Europe. Au niveau de la durée, 6 mois pour le Graduate Certificate, j'en ai parlé, et jusqu'à 4 ans pour un bachelor honors. Donc, c'est un bachelor spécifique qui va durer 4 ans, mais sinon, une licence, c'est 3 ans, un master, 1 an et demi, 2 ans, le top-up bachelor, 1 an, pour vous refaire un petit topo. Et puis les programmes Study Abroad, donc le semestre à l'université, donc c'est un semestre, 6 mois. Au niveau du prix, pareil, très varié, hein, entre 12 000 € et 35 000 € l'année. Déjà, un master va coûter plus cher qu'un bachelor. Si vous faites une école, on va dire, qui est un petit peu moins reconnue, ça va coûter moins cher que si vous faites une école du Group of 8, j'en parlais tout à l'heure, qui sont les 8 meilleures écoles en Australie, dont The University of Western Australia fait partie d'ailleurs. Là, ça va être un petit peu plus cher parce que vous allez avoir quelque chose de plus qualitatif. Ce sera plus reconnu aussi par les employeurs internationalement, etc. Donc, tout dépend de ce que vous recherchez. Si vous cherchez une université avec un bon rapport qualité-prix, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise université. Elle sera un petit peu moins chère, mais elle sera un petit peu moins reconnue. Voilà. Et si vous recherchez une université prestigieuse, il y a aussi de quoi faire en Australie. Il y a d'excellentes universités et ce sera un petit peu plus cher. Intéressant aussi à savoir, j'ai dit que j'allais en parler, les bourses d'études, puisque vous êtes nombreux à me poser la question. Comme vous le voyez, étudier en Australie, ça coûte assez cher. Les bourses d'études pour les étudiants internationaux, c'est soit vous êtes un étudiant, donc c'est les universités qui vous accordent des bourses d'études. C'est pas l'État australien, en tout cas pas pour les bourses dont je parle. Et en fait, ça va être soit sur dossier scolaire. Admettons, vous avez eu votre bac à 12/20, vous pouvez avoir par exemple une réduction de 15% sur vos frais de scolarité, ou sinon vous pouvez avoir jusqu'à 30% de réduction pour les étudiants internationaux en général. Donc ça dépend vraiment des universités. Il y a des bourses d'études automatiques pour les étudiants internationaux sans histoire de dossier. Et il y a des bourses d'études pour les étudiants au mérite, voilà. Pour faire simple, ils appellent ça comme ça. Hein. Donc, sur dossier scolaire, si j'ai eu 12/20 au bac, j'ai 10%. Si j'ai eu 14/20 au bac, je peux avoir 20% de réduction sur mes frais de scolarité. Donc, quand on arrive à 20%, 25%, 30%, on arrive à des tarifs qui sont très intéressants. Et on arrive sur des prix qui sont équivalents et même parfois inférieurs à une école de commerce, des études dans des grosses écoles de commerce en France. L'emploi du temps, c'est différent par rapport à la formation professionnelle puisque le système anglo-saxon est quand même assez différent. Olivier, je te coupe. Olivier entend. Tu m'as entendu? Tu m'entends, Olivier? Oui, tout à fait, je vous entends. Oui, je vous entends. Ah, super. Super, je suis contente. Désolé du retard, c'était... Bienvenue, du coup. Non, il n'y a pas de souci. Je suis contente que tu sois là avec nous. Et puis, je ne suis pas encore arrivée, du coup, à la 3e partie qui vient juste après. Donc, on va dire que tu tombes à pic et tu vas pouvoir nous parler de l'University of Western Australia, du coup. Donc, je termine la partie études universitaires. Et puis après, je te laisserai la main, du coup, pour nous parler de toi, de l'université et de Perth, du coup. Ok. Donc, je disais, emploi du temps, 12-15 heures par semaine. Olivier pourra vous confirmer ça tout à l'heure. Système anglo-saxon, donc c'est-à-dire qu'on a moins d'heures peut-être un petit peu sur le campus. Mais par contre, n'oubliez pas qu'il y a du travail à la maison. Et puis, on n'étudie pas dans notre langue. Donc, niveau d'anglais prérequis C1, c'est un niveau advanced. Hein, c'est quand même un niveau assez élevé.
Mais il y a possibilité de faire des packages avec une remise à niveau en anglais sur place. Donc ça, Olivier pourra vous en parler plus en détail aussi. Ce qui fait qu'il ne faut pas que ce soit un frein. Si vous avez un niveau d'anglais B2, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas étudier en Australie une licence ou un master. J'ai beaucoup d'étudiants qui partent et qui font des cours d'anglais plus une licence ensuite. Donc, il ne faut pas se bloquer par rapport à ça. Bien sûr, si vous avez un niveau d'anglais A2, qui est un niveau d'anglais assez bas, entre guillemets, ça va être compliqué puisque la remise à niveau en anglais va être très longue. Voilà. Et bien sûr, il faut fournir un bac ou une si on veut intégrer une licence et une licence si on veut intégrer un master. Objectif, avoir un diplôme international, un réel atout sur les CV parce que ça fait une vraie différence quand on a étudié à l'étranger. Une carrière internationale, si vous voulez faire une carrière internationale, c'est un réel plus d'étudier à l'étranger, notamment dans un pays anglophone et un pays comme l'Australie. Et puis, objectif, ça peut être aussi d'atteindre la possibilité du visa 485, qui est un visa post-études de 2 ans qui vous permet de rester travailler en Australie après vos études universitaires pendant 2 ans. Donc, super intéressant. Et on arrive, tu vois, c'est pourquoi je disais que tu tombais à pic, Olivier. Pourquoi choisir de l'University of Western Australia? Bon, là, j'ai mis quelques infos rapides, mais je vais te laisser du coup prendre la main. Olivier va se présenter, va faire une présentation un petit peu sur l'université. Et comme ça, il pourra nous en dire aussi un petit peu plus sur lui et sur Perth. Je te laisse du coup partager ta présentation si tu veux, Olivier. D'accord, donc je vais voir si je peux y arriver. Bonjour tout le monde. Pour partager la présentation qui est en route, je ne vois plus où je fais. Alors, c'est en bas. Au milieu, il y a un petit encadré avec une flèche vers le haut. Tac, present. Window, screen. Et là, tu mets partager toutes les fenêtres, ouais. Alors, j'ai marqué, ça marche pas. Pas l'air de marcher. Ça y est, ça fonctionne. Ok, nickel. Donc, bonjour à tous. Je vais donc continuer la présentation. Donc, je m'appelle Olivier. Je suis français d'origine, en Australie depuis 44 ans. Donc, je connais bien un peu les deux systèmes. Donc, je parlais essentiellement de mon université et du Western Australia, vu que quand il faut choisir une destination en Australie, on ne pense souvent pas à Perth. Souvent, c'est les grandes villes comme Sydney, Melbourne qui priment. Cela dit, ce n'est pas forcément la ville la plus appropriée pour tout le monde. Donc, ce qu'il faut bien comprendre après, c'est quelle est la ville. Donc, la ville de Perth, ça correspond, si on compare aux villes américaines, Perth, c'est un peu comme San Diego, c'est-à-dire Californie du Sud. Donc, nous, c'est l'océan Indien. On a un bon climat, climat type Barcelone, chaud et sec. Et en fait, quand on fait voir des photos du Western Australia, on a toujours l'impression qu'il n'y a qu'une ville. Et en fait, il n'y a pas qu'une seule ville. En fait, le Western Australia, bien que ce soit très grand, bien qu'il n'y ait pas une grande population, à peine 2 800 000 habitants, ce n'est pas un désert, vous voyez quand même, il y a des villes un peu partout. Cela dit, il y a des grands territoires vastes, c'est un peu pour ça qu'on vient donc à Perth. Donc la ville de Perth en elle-même a de gros avantages. D'abord, c'est la qualité de vie, je reviendrai là-dessus. On parle d'un environnement superbe, un climat délicieux. Donc là, aujourd'hui, c'est l'hiver et donc il fait encore 26 degrés. Donc l'été, c'est pas mal. Oh, c'est bien. Et donc, on a également donc l'été, c'est du mois de décembre jusqu'au mois de fin mai. Et donc, plutôt avril. Et donc là, il pleut pas pendant presque tout ce temps. Donc, c'est assez sympathique. Et donc, qualité de vie, parce que c'est facile de travailler, c'est facile de vivre. C'est une ville quand même agréable de ce côté-là. Donc, bon climat. Et comme on est au bord de l'océan, on profite de la mer. On a une brise de mer qui ralentit bien les choses. Donc, l'été, décembre, février, 18 à 32 de moyenne. Ça ne veut pas dire qu'il ne fasse pas très chaud. On a des pointes jusqu'à 40 degrés, mais ça ne dure pas très longtemps. Donc, c'est quand même sympa. Et l'hiver, donc, maintenant, c'est de 9 à 18 en moyenne. Donc, comme je disais, au bord de l'océan Indien, on a des plages immenses. Donc là, c'est une vue, à l'image de gauche, c'est vue de la ville de Perth, côté nord.
Et donc là, c'est le centre de la ville. Et donc, vous avez à 17 km du centre-ville, je ne sais pas si vous voyez les gratte-ciels au fin fond, vous avez donc le port de Fremantle. Et en fait, la ville est divisée côté nord, côté sud. À l'ouest, vous avez l'océan et à l'est, vous avez donc l'aéroport et les collines. Et donc, on voit qu'on est toujours près de l'eau parce que cette rivière qui sépare donc le côté nord et le sud, qu'on appelle la Swan River, permet donc de naviguer tout le long. Et donc là, qu'on se rapproche du centre-ville, vous voyez, ça tourne. Et donc là, sur la hauteur, ce Kings Park, avec donc le centre-ville. Donc tout ça, c'est très sympathique. Les jacaranda, donc les arbres avec les fleurs violettes, très, très jolis. Donc 2 600 000 habitants. On est classé parmi les villes les plus agréables à vivre, toujours dans le top 10. Les étudiants et les gens qui viennent à Perth sont toujours surpris parce qu'ils disent « Je n'avais pas prévu d'aller à Perth, mais finalement, je suis très content d'être venu à Perth. » Donc, c'est quelque chose à bien considérer si vous avez envie de l'océan. Donc, bonne qualité de vie. On a 1200 km de côte avec 80 km rien que dans la ville de Perth. Et donc, vous avez la ville la plus ensoleillée au monde, curieusement. Voilà. Après, vous avez donc une ville où on vit bien, où c'est pas dangereux, au point de vue sécurité, tout ça, c'est bien. Et surtout, c'est une ville très multiculturelle. Plus de 50% des gens qui sont à Perth sont nés à l'étranger. Et en fait, si vous voyez quelqu'un et dit « Moi, je suis un vrai Australien », vous dites « Oui, mais je suis sûr qu'un de vos deux parents n'est pas né à Perth. » Donc, c'est une ville assez nouvelle, ce qui fait qu'il y a beaucoup de mélanges et c'est tout à fait normal. Ça se passe bien de ce côté-là. Donc, beaucoup d'avantages étudiants étrangers, notamment le fait qu'il y a des 40% de réduction sur les transports en commun. Ça, ce ne sera disponible que dans la ville de Perth. Et également, je ne sais pas si Elvira en a déjà parlé, mais si vous faites vos études en Australie, vous avez le droit de rester, vous avez le droit de rester à la fin de vos études pour travailler en Australie. Et si vous restez dans la ville de Perth ou Brisbane, vous avez même une année supplémentaire. Donc, quelqu'un qui va faire un master, par exemple, pourra rester en Australie 6 ans, voire 7 ans pour un doctorat. Vous savez que ça change la vie parce que si vous avez fait vos études, la licence, plus 2 ans de bachelor, plus 7 ans en vie, vous pouvez presque à la trentaine, il se passera des choses. Voilà, donc la ville de Perth, à l'intérieur, c'est pas trop grand. Vous avez donc le port de Fremantle, donc en bas à gauche. Vous avez le centre-ville Perth City qui est à 19 km. Et en fait, les 2 campus de l'Université du Western Australia, qu'on appelle UWA, qui sont donc sur la photo. Et à gauche, vous voyez une île qu'on appelle l'île de Rottnest. C'est une île qui est à 19 km de la plage de Cottesloe, où toutes les années au mois de janvier, on peut y aller à la nage puisqu'il y a une compétition. Donc, avis aux amateurs de natation, on peut y aller soit en solo, soit en team. Donc, très sympa. Et donc, la ville de Perth est également connue pour cet animal qui est un marsupial qui fait partie de la famille des kangourous et qu'on appelle le quokka. Et la grande mode, c'est de faire des selfies avec les quokkas. Voilà. Et ça, c'est une île où on n'y a pas de voiture, on n'y va que pour faire du surf, pour se promener. Et en fait, c'est un parc national, donc c'est un vrai aquarium. Très, très sympa. Donc, ville de Perth, ce qui est intéressant aussi, c'est la première ville en venant d'Europe. Donc, ça va faire un voyage passé partout de 24 heures. Ce n'est pas 24 heures d'avion, mais c'est un voyage de 24 heures. Il doit y avoir 6 heures pour aller à Dubaï, mais si vous venez directement par Dubaï, et après, il y a presque 11 heures pour aller arriver à Perth. Une fois que vous arrivez à l'aéroport international, vous serez très content d'avoir choisi Sydney, parce qu'il y a encore 5 heures d'avion de Perth à Sydney. Du centre-ville à l'aéroport, il y a un train qui vous emmène à 5 $, c'est-à-dire 3 € pour aller au centre-ville. Donc, assez facile. Donc, l'avantage du campus de l'université, c'est qu'on est à côté d'un grand parc, comme vous le voyez. Et donc, à 3 km du campus principal de Crawley, nous avons le campus de Callermont et nous avons le centre de langue. Donc, l'université du Western Australia fait partie de ce qu'on appelle le groupe D8. C'est l'équivalent d'une grande école en France, le Russell Group en Angleterre ou le Ivy League aux États-Unis. On est classé 96e mondial selon les années, enfin toujours dans le top 100, c'est-à-dire le top 100 des 1% des meilleures universités au monde. Nous avons 4500 partenariats des industries et également première université pour ceux qui veulent travailler par la suite. C'est comme en France, hein, les grandes écoles, c'est plus facile de trouver du travail par la suite.
Voici donc le centre de langue avec mon bureau au premier étage à gauche du centre. Donc là, on accueille des étudiants du monde entier qui veulent faire des études d'anglais. Donc, je vais revenir sur le type d'études qu'on fait. Simplement, au point de vue géographie, c'est qu'en fait, par rapport au centre-ville, on est à 5 stations pour venir en train ou en bus. Donc, vraiment très facile d'accès. Voilà, donc le centre de langue de l'université, qui n'est pas un centre à part, il fait vraiment partie de l'université. Et on a, excusez-moi, nous avons 3 types d'étudiants qui viennent. On a des étudiants qui viennent avec un visa touriste, visa vacances-travail, et qui ne veulent faire qu'un stage d'anglais avant de poursuivre, travailler ou rentrer à la maison. Deuxièmement, on a des groupes, des fois on a des écoles, des lycées ou des universités qui viennent ensemble, 15, 20, 30, 50, 100. Et troisièmement, très important, on a des étudiants qui vont venir pour faire un stage de langue pour s'améliorer en anglais, parce que ce sera nécessaire avant de pouvoir intégrer la fac. Donc là, pour ces jeunes-là, la durée du stage sera proportionnelle à leurs besoins et au niveau du départ. Par contre, si vous venez avec un visa touriste ou un visa vacances-travail, là, ce sera à vous de décider quand vous voulez venir et la durée du stage que vous voulez faire. Et selon votre projet, on vous proposera soit des cours d'anglais hélicos, donc de tous les niveaux. Et après, pour ceux qui veulent faire donc des cours passerelles, c'est-à-dire anglais plus université, donc là, on propose le bridging course, qui est en fait une préparation universitaire. Donc, ce n'est pas seulement des cours d'anglais, c'est vraiment une préparation universitaire où on vous prépare aux besoins de faire des études en Australie, dans les pays anglo-saxons, quelles sont les attentes qu'ont les professeurs pour les étudiants. C'est vrai qu'il y aura des différences et c'est là qu'on vous introduira donc ce système. Le fait qu'il y a beaucoup de travail en groupe, beaucoup de présentations orales et tout ça, ce qui est un peu difficile pour les étrangers qui n'ont pas encore un anglais très performant. C'est bien de pouvoir s'entraîner avant de commencer et de faire des travaux en groupe avec des Australiens. Donc en fait, on a des cours d'anglais soit le matin, soit l'après-midi. Alors, on essaie de faire le matin, mais comme juillet-août, par exemple, on aura beaucoup d'étudiants qui vont venir, parce qu'il y a pas mal de renouveau suite à la fin du Covid. Et donc, il y a beaucoup de jeunes qui vont venir. Alors, on a soit les cours le matin, c'est de 8h de 8h30 à 1h, soit de 1h à 5h. Voilà, bridging course numéro 2. Alors, ce sera soit les premières 10 semaines, ce sera donc 20 heures par semaine, et après, ce sera 25 heures de cours par semaine. Donc, c'est quand même assez intensif, surtout si comparé à ce que vous aurez fait donc, en France. Par rapport au bac, nous, 25 heures par semaine, je vous garantis qu'on fait des progrès assez rapidement, surtout qu'on est en immersion. Voilà, donc parmi les cours d'anglais général, on a ce qu'on appelle le LCE, c'est Language and Communication Essentials, qui correspond à ce qu'on appelait autrefois anglais général. Et en fait, on a profité du Covid pour revoir tous nos cours, tout remettre à neuf. Donc là, vous pouvez bien en profiter. Si quelqu'un veut faire un stage d'anglais dans l'université, ce sera au minimum 5 semaines et après, il n'y a pas de maximum. Donc souvent, les étudiants vont venir entre 3 et 6 mois. Ça va dépendre de vos besoins et du visa, mais ça peut être au minimum 5 semaines. Donc pareil, soit des cours d'anglais le matin, soit des cours d'anglais l'après-midi. Voilà, et avec tout d'anglais. On fait également préparation aux examens pour ceux qui veulent en fin de parcours revenir en France, ceux qui ont fait un visa vacances-travail qui vont entrer en France avec un TOEFL, un IELTS. On a également donc ces préparations qui peuvent être sympas parce qu'après vous revenez sur le territoire français avec quelque chose que vous pourrez donc monnayer. Ok. Donc si quelqu'un veut faire une passerelle, un peu d'anglais suivi d'une formation universitaire, on a 2 choix. Soit les cours bridging course, les cours passerelles, soit d'autres programmes d'anglais sont également disponibles. Par contre, à la fin des autres cours, il faudra repasser un examen pour pouvoir intégrer l'université. Donc, ce sera quelque chose à savoir, la différence. Donc, par rapport au système européen de CEFR, on a vraiment donc tous les niveaux de A1 à C1. Sachant que, comme disait Elvire, il faut donc un bon niveau pour intégrer la fac, voire si vous voulez faire des études dans le droit, il faut un excellent niveau, parce que si vous lisez un texte de droit en français et vous trouvez compliqué, imaginez ce que ça peut être en anglais. Donc également très, très compliqué. Voilà, donc ça c'est donc le campus principal.
On a beaucoup de chance. J'ai fait visiter cet après-midi un agent allemand qui voulait voir. Il n'en revenait pas comme c'est très beau. On a en fait 76 hectares de campus. Et en fait, en Australie, les universités sont multidisciplinaires. Donc, sur un même campus, on a une école d'architecture, une fac de droit, une fac de lettres, une école d'ingénieur, une école de business. On a à peu près tout sur place. Ce qui permet aux étudiants de choisir des sujets, des matières de plusieurs disciplines. Ça, c'est très pratique. Donc, vous pouvez très bien faire une double licence en ingénierie et en école de commerce, voire sciences, école de commerce, voire architecture et chinois. Tout ça, c'est très souple, qui correspond bien au système australien et ce qui est très intéressant pour ceux qui veulent venir en Australie, pas forcément pour une licence complète, mais également pour ce qu'on peut faire une gap year ou voir un study abroad, dont je parlerai un peu plus tout à l'heure. Donc, le campus Joly, établi en 1911, et donc classé pour bien réussir, non seulement pour des cours, mais également pour la recherche. On a également le prix Nobel de médecine, Barry Marshall, qui a découvert que le cancer de l'estomac est dû à une bactérie. Et donc, cette personne-là, qui a sauvé des millions de gens dans tous les pays où cette bactérie, l'hélicobacter, est prévalente, y compris en France. Et donc, ce gars-là, qui est toujours en train d'étudier les premières années de médecine. Donc, la recherche est très, très importante pour nous. On a beaucoup d'étudiants qui nous contactent, qui disent « Moi, je voudrais passer 1 an en Australie. Qu'est-ce que vous proposez ?» Et en fait, pour ces étudiants, on a le programme Study Abroad ou le programme Gap Year. C'est un programme qui correspond bien aux besoins des jeunes parce que 1 an, c'est moins cher, c'est pas trop long, mais c'est très riche, très enrichissant. Donc, comme je vous disais, on a beaucoup de disciplines et quelqu'un peut venir faire 1 semestre, voire 2 semestres dans tous les domaines que nous avons, à part médecine et dentisterie qui est fermée. Vous pouvez venir faire donc architecture et ainsi de suite. Et en fait, on a 3 programmes pour le Study Abroad ou pour le Gap Year qui correspondra à votre niveau d'anglais. Donc, programme 1, c'est pour quelqu'un qui a un excellent niveau d'anglais, qui n'a pas besoin de s'améliorer en anglais, qui peut donc s'inscrire pour 1 ou 2 semestres. Programme 2, c'est quelqu'un qui dit « Moi, je n'ai pas encore le niveau, donc on va faire de l'anglais 1 mois, 3 mois, 6 mois, suivi de 1 semestre universitaire. » Et programme 3, c'est pour ceux qui n'ont vraiment pas beaucoup de temps, qui n'ont qu'1 an, mais qui n'auront pas un niveau d'anglais qui leur permettrait de faire les 2 programmes, qui ne feront uniquement de l'anglais. Alors, l'avantage de l'Australie, c'est qu'on est signataire de la Convention de Bologne. Donc, les études que vous faites en Australie, universitaires, je m'entends, sont reconnues en France. Donc, si vous partez faire un Erasmus en Allemagne, vous auriez donc des ECTS en fin de parcours que vous pouvez faire valoir à votre tour en France. C'est pareil en Australie. Donc, quelqu'un qui va faire 1 semestre, il aura 30 ECTS. Quelqu'un qui va faire l'année complète, il aura 60 ECTS. Donc, c'est très pratique pour les jeunes qui disent « Moi, je ne perds pas mon temps ». Alors, on peut le faire en gap year, c'est-à-dire après le bac, on a le baccalauréat, on peut venir faire donc la première année, anglais plus study abroad, gap year, choisir 4 matières. Et cela, c'est souvent pour les jeunes qui disent « Moi, je ne sais pas si je veux faire école de commerce, management, histoire ou école d'architecture ». Et bien, très bien choisir 4 sujets, histoire de se découvrir et après de continuer dans la voie qui leur plaît le mieux. Au bout de l'année universitaire, vous pouvez soit rentrer en France ou en Allemagne ou en Angleterre ou aux États-Unis parce que c'est évidemment reconnu, soit vous pouvez, à la rigueur, continuer vos études en Australie. Donc ça, c'est un programme qui est très intéressant pour beaucoup de jeunes. Voilà. Au point de vue tarif, par contre, aussi, c'est très intéressant parce que c'est moins cher. Donc, par exemple, pour vous donner une idée, le semestre universitaire, il est à 9 000 €. Donc, 9 000 € pour le semestre, et ça va faire le double pour l'année universitaire. Aussi, c'est 9 000 € pour un semestre, voire entre 3 et 5 000 € pour stage d'anglais. Ce n'est pas les mêmes budgets que si quelqu'un voulait faire les 2 années d'un master. Voilà. Y compris dans les cours universitaires, on a ce qu'on appelle WIL, qui s'appelle Work Integrated Learning. Et c'est donc la possibilité de faire un stage pendant vos études. Et c'est un stage qui vous donnerait donc des crédits ECTS que vous pouvez faire monnayer. Et comme nous avons un maximum de compagnies dont le siège est à Perth, tout ça est très facile pour trouver donc ces stages. Donc, avis aux amateurs. Ce qui est un peu compliqué en ce moment en Australie, et d'ailleurs pas qu'en Australie, c'est pour trouver de l'hébergement pour les jeunes. Donc, il faut bien s'y prendre à l'avance.
L'hébergement qui est donc universitaire, pour le moment, c'est plein. En fin de semestre, c'est-à-dire au mois de juin, il y a des places qui vont se libérer. Mais comme il y a une liste d'attente, ceux qui se sont inscrits dès le départ seront les premiers à bénéficier des places. En dehors des cursus des cités universitaires que nous avons, il y a également trois compagnies qui ont des immeubles en centre-ville que pour les étudiants étrangers. Et il y a encore 2 autres qui sont en construction. Donc, il est possible d'avoir l'équivalent d'une cité universitaire, mais dans une structure privée. La différence, c'est que dans la structure privée, c'est à vous de faire votre nourriture, alors que si vous êtes sur le campus universitaire, là, vous êtes pris en charge. Voilà. Donc, on organise également donc, les familles d'accueil, homestay. Là, c'est pratique, surtout pendant le stage de langue. C'est pratique aussi pour ceux qui veulent arriver en Australie pour faire l'aventure avec le visa vacances-travail. Là, c'est pratique parce qu'on vient vous chercher à l'aéroport, vous avez une famille d'accueil, donc vous arrivez bien encadré, le temps de vous retrouver, et après l'aventure, vous l'aurez. Mais c'est bien de commencer bien encadré. Pas arriver à l'aventure dans un backpackers où on se fait voler l'ordinateur. C'est vrai que des fois, ça ne se passe pas toujours bien. Donc, la famille d'accueil, nous le recommandons, surtout pendant le stage de langue. Et après, si vous voulez continuer pour avoir un appartement partagé avec l'Australien, ce sera à vous de le faire sur place, mais vous avez le temps de le faire vu que vous êtes déjà logé dans une famille. OK. Donc, pour vous donner une idée des tarifs dans les cités universitaires, donc nous avons 5 résidences. University Hall, Catherine, St. George's, Trinity, St. Thomas. Et donc là, on parle en dollars australiens. Et je regardais tout à l'heure, le dollar australien est à 0,61 €. Donc, quand je dis 100 $, c'est 61 €. Donc là, par exemple, University Hall, c'est donc entre 390 et 465 par semaine. Et là, vous avez tout compris, c'est-à-dire les 3 repas par jour, l'hébergement, l'électricité, le Wi-Fi, l'accès au club de gym et tout ça. Et si vous faites le calcul, c'est en fait un bon investissement. Alors que si vous alliez faire un hébergement que vous partagez avec d'autres étudiants, ben vous auriez tout à payer, faire la nourriture, faire la lessive, faire le nettoyage. Alors là, c'est quand même très sympathique et ça vous donne beaucoup de loisirs pour faire vos études et pour profiter de la vie du campus, vu que sur le campus, nous avons un peu plus de 150 clubs que vous pourriez joindre, que ce soit des clubs de gym, des clubs de yoga, des clubs de sport. Tout est sur place. Bien pratique. Donc là, c'est la vue des tours, des centres, des résidences privées. Vous pourriez également choisir. C'est très intéressant aussi, en centre-ville, pas très loin de la fac. Le coût de la vie, très important. Donc, il faut savoir aussi que le coût de la vie n'est pas le même dans les villes australiennes. La ville de Perth est pour le moment la ville la moins chère d'Australie. Donc, si ça vous tente, on parle à peu près pour une année autour des 20 000 $. Alors, ça fait cher, mais comme je disais cet après-midi à le visiteur allemand, on comparait le salaire de nos enfants. Parce qu'en Australie, les jeunes ont le droit de travailler à partir de l'âge de 13 ans. Donc là, ma fille qui est en 2e année de fac, elle travaille. Elle travaille dans un supermarché. Et combien gagne-t-elle? Elle gagne 29 $ de l'heure. C'est-à-dire, 29 $, ça va faire 20 €. 20 € de l'heure. Le double de ce que l'on toucherait en Allemagne. Donc, ça explique un peu le coût de la vie par rapport. Et en plus, les 29 $ qu'elle touche, c'est du lundi au vendredi. Quand elle travaille le dimanche, c'est tous les dimanches, elle touche 45 $ de l'heure. Donc, si vous faites vos 10 heures le dimanche, vous avez fait 450 $. Il y a 4 dimanches par mois, ça va vite. Donc, les salaires en Australie sont élevés. Et c'est quelque chose donc à retenir. Living costs, OK. Beaucoup de possibilités de support avec tous les étudiants. Nous avons donc des conseillers pour les problèmes de santé, de famille, de stress, d'immigration. Si vous voulez faire un travail, il faut savoir que pour, par exemple, le premier travail, il faut avoir un tax file number. Ceux qui vont vouloir travailler. Attendez, voilà que je branche l'ordinateur. Je vois que mon téléphone est en train de fatiguer. Je vais juste brancher mon téléphone. Vous n'allez pas vous perdre en route. Voilà. Avant que je perde tout ça. Donc, possibilité donc, de conseil et de support avec tout le monde. Hop.
Voilà. On a perdu on te voit plus en vidéo, mais on voit toujours la présentation. C'est bon. C'est bon. Donc, on organise beaucoup de possibilités de sortir les sciences. Bien sûr, tout le monde veut voir les animaux, que ce soit les koalas, et ainsi de suite, avec possibilité et donc là, c'est ça qui a on a des grands groupes qui vont venir, et notamment Goldplay qui va venir. Voilà, donc possibilité de rugby, Coupe du monde de foot, tout ça, ce sera féminin, ce sera donc à Perth et dans les autres villes. Voilà. Montpellier, au nord de Perth, où les deux trains viennent tous les matins. Et le cygne noir, qui est donc originaire de Perth, qui est plus sympa. Bien sûr, quand vous êtes en Australie, on vous invite à voyager. Bien, Sydney, Melbourne, tout ça, il y a des prix de temps en temps très intéressants, donc on peut y aller un week-end. Mais ce qui est surtout sympa, c'est de voyager dans le Western Australia, vu que nous avons beaucoup de choses assez uniques et très, très jolies à voir. OK. Attendez. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour l'avoir fait le Western Australia, je confirme que c'est assez, au niveau de l'environnement, des paysages, etc., c'est assez exceptionnel, c'est très sauvage et c'est assez différent de la côte est au niveau des paysages. Donc, de toute façon, on peut avoir des paysages vraiment qui sont très, très variés en Australie. Voilà. Au sud de Perth, la plage que vous voyez, c'est la plage de Margaret River. C'est là où on a les championnats du monde de surf qui ont eu donc le mois dernier. Mais c'est une quarantaine de kilomètres. Vous avez parmi les plus belles vagues au monde pour tous les niveaux, hein, pas seulement pour les champions. Tout le monde peut bien en profiter. Joli. Quelques autres photos. Voilà, donc c'est un peu l'Australie. Si vous louez une voiture, vous allez pouvoir en profiter avec des grands spectacles. Hop. Oh yes, better. Il est temps. Tac. Donc il y a vraiment des choses assez intéressantes à voir. C'est très spectaculaire à voir en fait, si vous allez autour. Et là, c'est au sud de Perth. Voilà. Donc voici pour ma présentation. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Olivier. Je rajouter un petit mot, Olivier. Merci beaucoup pour la présentation. Je vais te laisser continuer à lire toi-même pour la présentation qui va bientôt terminer. Juste par rapport aux autres personnes, je ne sais pas si vous avez vu, je voulais dire un grand merci à Olivier. Si vous regardez son écran, en bas à droite sur son ordinateur, il est minuit et quart presque. Donc il est resté éveillé tard pour nous faire sa présentation. Donc un grand merci à toi, Olivier. Je vous en prie, super. Merci beaucoup, Olivier, pour ta présence. Et tous ces détails intéressants. Très bien. Merci à vous. Alors, moi, je vais relancer ma présentation. Joseph, si tu m'entends, est-ce que ça te dérangerait pas de couper ton micro? Je pense que c'est ça qui fait un retour. Ouais, désolé, je suis désolé, pardon, excusez-moi, c'est ma mère qui m'a appelé là tout à l'heure, je lui ai dit de me raccrocher. Okay. C'est bon, désolé. Mais si tu peux, ouais, parfait, je te remercie. Je vais relancer ma présentation, comme ça je vais prendre la suite. Bon, je sais que ça fait un moment que vous êtes connectés, donc je vais essayer de faire vite. Et Olivier a dit quand même des choses que je ne vais pas forcément du coup répéter. Alors, une fois que vous avez choisi votre destination, choisi votre programme d'études, ben, c'est le moment de vous inscrire. Pour vous inscrire, il vous faut, qu'est-ce qu'il vous faut? Un passeport, si possible une copie couleur et si possible avoir un passeport qui est valide sur toute la durée de vos cours, ce sera plus simple et ça vous évitera de refaire une demande sur place. Il va falloir fournir vos diplômes.
Donc, pour les cours d'anglais, pas de diplôme requis. Hein. Pour les formations professionnelles, éventuellement, il faut fournir un baccalauréat. Et pour ce qui est de la licence, il faut fournir le baccalauréat et les notes de baccalauréat. Pour ce qui est du master, il faut fournir la licence plus les notes de licence. Donc, vous avez 6 semestres à fournir et plus éventuellement bac plus notes de bac. Pour les universités, il faut une traduction officielle de ces documents. Donc, exemple, je veux m'inscrire à un master en marketing. Qu'est-ce que je dois fournir comme document? Mon passeport, mon baccalauréat, mes notes de baccalauréat, ma licence, mes notes de licence, et faire traduire tous ces documents-là, sauf le passeport. On a un contact de traducteur officiel à vous fournir, ça, c'est pas un souci. Et si vous voulez faire un programme type Study Abroad, par exemple, avec un semestre à l'université et que vous voulez choisir des sujets de licence, il faudra prouver que vous avez eu votre baccalauréat aussi. Elvire, désolé de te couper, tu n'as pas les slides qui s'affichent? Si. Ah non, non, ils ne sont pas affichés là. D'accord, parce que moi je suis en... Ouais, il faudrait que tu reprennes la main sur la présentation. Bah, et maintenant? Attends, non, toujours pas. Arrête là et reprends éventuellement. Voilà, c'est bon. Ok. Parfait. Merci Ben. Impératif aussi pour intégrer une licence ou un master, il faut fournir un IELTS, un IELTS d'un niveau C1. Et comme on le disait, je l'ai dit tout à l'heure et Olivier également, si vous n'avez pas le niveau d'anglais, vous pouvez fournir quand même un IELTS niveau B2 par exemple et faire des cours d'anglais pour vous remettre à niveau. Pour la formation professionnelle, en général, les écoles ont des tests d'anglais gratuits à faire en ligne, sauf les établissements TAFE qui sont des établissements publics un petit peu plus stricts, entre guillemets, pour lesquels, en général, il faut fournir quand même un examen international de langue type IELTS ou TOEFL. Et pour les cours d'anglais, pas de certification, hein, donc, puisque c'est des cours d'anglais que vous allez prendre. Et en plus, certaines universités, pour certains programmes, peuvent vous demander un CV en anglais et une lettre de motivation. Alors, comment ça fonctionne? C'est quoi les étapes? Il faut s'inscrire en fournissant les documents que je vous ai indiqués. En retour, si votre dossier est complet, l'université vous renvoie une lettre d'offre. Donc, la lettre d'offre, c'est confirmation un petit peu de ce pourquoi vous êtes inscrit, votre date de rentrée, combien ça va vous coûter, etc. Ensuite, l'étape suivante, c'est de faire le paiement. Qu'est-ce que vous devez payer à l'école? En général, vous devez payer, si c'est des cours d'anglais, la totalité de vos cours d'anglais, ou si vous faites des cours d'anglais pendant 1 an, la moitié, on va dire, ou un tiers. La formation professionnelle, 1 trimestre. Et si vous faites une licence ou un master ou un study abroad programme, il faut payer 1 semestre. Si vous faites par exemple une licence, vous allez avoir 6 semestres à payer. Vous payez 1 semestre avant le départ et vous payez les 5 semestres suivants sur place de manière échelonnée. Si vous faites un master en 2 ans, vous avez 4 semestres, etc. Une fois que l'école a réceptionné votre paiement, l'école vous délivre ce qu'on appelle un COE, c'est une Confirmation of Enrollment. En fait, c'est un document spécifique avec un petit numéro qui est indispensable pour pouvoir faire ensuite votre demande de visa étudiant. Et ensuite, vous arrivez du coup à la dernière étape pour pouvoir partir en Australie, la demande de visa étudiant. J'ai mis une petite note sur les lettres d'offre conditionnelles. Si par exemple, vous souhaitez vous inscrire bien en avance et qu'il vous manque, vous souhaitez vous inscrire à un master au mois d'avril, par exemple, ou admettons même maintenant, au mois de mai 2023, et vous souhaitez vous inscrire pour un master en février 2024, il va vous manquer forcément votre dernier semestre de licence, votre deuxième semestre de 3e année. Vous pouvez quand même vous inscrire, ce n'est pas un problème. L'université va vous fournir une lettre d'offre conditionnelle, c'est-à-dire à condition de fournir le document manquant. Donc, par exemple, à condition de fournir votre dernier semestre ou à condition de fournir votre certification d'anglais si c'est ce qui vous manque. Voilà, ça vous permet quand même de bien anticiper, de faire une inscription bien en avance. Et pareil pour la formation professionnelle, ils peuvent vous fournir une lettre d'offre conditionnelle s'il vous manque, par exemple, de fournir le baccalauréat. Le package, je ne reviens pas dessus, on en a parlé. Vous pouvez avoir une lettre d'offre conditionnelle avec anglais plus formation ou licence ou master, avec condition, à condition d'obtenir le niveau d'anglais requis à la fin de votre remise à niveau en anglais. Au niveau des dates d'inscription,
Pour les cours d'anglais à formation, minimum 3 mois avant la date de rentrée, si possible avant, bien entendu, parce qu'il faut quand même le temps de s'inscrire, de faire le visa, etc. Et pour l'université, si possible, minimum 6 mois avant la date de rentrée, commencer à rassembler les documents, etc. Et puis fournir les derniers documents sur la fin. Alors, une fois que vous êtes inscrit à l'école, donc on parlait des étapes, vous êtes inscrit, vous avez eu votre lettre d'offre, vous avez payé, vous avez eu votre COI, il est temps de faire la demande de visa étudiant. La demande de visa étudiant, elle se fait 4 mois avant la date de rentrée. Ça coûte combien? Ça coûte 650 $, environ 430 €. À partir du 1er juillet, ça passe à 715 $. Donc, si jamais vous avez un projet étudiant en cours, n'hésitez pas à accélérer un petit peu les choses si vous voulez économiser un petit peu. Il n'y a pas de petite économie. Le paiement, c'est en CB sur le site de l'immigration. L'obtention du visa, c'est entre 1 semaine, si vous avez de la chance. Ça nous est déjà arrivé aussi d'avoir un visa accepté instantanément. Et ça peut aller jusqu'à 2 mois. Soyez bien en avance sur votre demande de visa, c'est important. Ça permet aussi de pouvoir anticiper sur le billet d'avion, etc. Et surtout, ça vous évite aussi du stress, à vous et à nous. Le visa étudiant, c'est à partir de 16 ans jusqu'à 99 ans, c'est-à-dire que vous n'avez pas de limite d'âge. Pour les mineurs, il y a des conditions un petit peu différentes, mais si vous avez 35 ans et que vous voulez faire des cours d'anglais en visa étudiant en Australie, c'est possible. Notamment, si vous avez plus de 35 ans, ça veut dire que vous n'avez plus accès au Working Holiday Visa, qui est votre seule option, la plus simple en tout cas, option pour revenir en Australie, ça va être le visa étudiant. C'est possible et c'est justement une super option après un Working Holiday Visa. La durée, c'est 3 mois minimum de cours, ça peut aller jusqu'à 3 ans et plus en fonction du diplôme et en fonction si vous faites un package de plusieurs diplômes, ça peut même aller jusqu'à 5 ans. La durée, justement, c'est temps de cours égale temps de visa plus 1 à 2 mois. Je m'explique, si vous faites 3 mois de cours, vous avez 1 mois de vacances à la fin, inclus dans votre visa. Donc 3 mois de cours égale 4 mois de visa. Si vous faites une licence en 3 ans, derrière, vous avez 2 mois. Pour les cours de plus de 10 mois, vous avez 2 mois de vacances à la fin de vos cours. Pour les cours de moins de 10 mois, vous avez 1 mois de vacances à la fin. Les documents à fournir pour faire la demande de visa, le passeport, le certificat d'assurance étudiante au SHC, à savoir qu'il faut absolument, et c'est indispensable et obligatoire, être assuré sur une assurance au SHC. Il n'en existe que 6, donc ça ne peut pas être n'importe quelle assurance, c'est bien une assurance spécifique, et ça vous coûte 45 $ par mois environ, et c'est à payer en totalité avant le départ. Le COI, donc j'en ai parlé tout à l'heure, après le paiement de l'école, l'école vous délivre le COI. La GT Letter, c'est une lettre de motivation à l'immigration qui explique pourquoi vous voulez étudier en Australie, pourquoi vous avez choisi cette université, pourquoi ce cours, qu'est-ce que ça va vous apporter personnellement, professionnellement, qu'est-ce que vous voulez faire après vos cours, etc. Ça, on vous oriente par rapport à ça. Les biométriques dans un centre spécifique à Paris, ça c'est pour les Français. Malheureusement, on est dans le programme biométrique, c'est-à-dire que quand on fait notre demande de visa, on reçoit une demande de l'immigration qui nous dit que sous 14 jours, on doit fournir des biométries. La biométrie, c'est empreinte digitale et photo. Rien à voir avec le passeport biométrique. Il faut se rendre à Paris, il faut prendre un rendez-vous, etc. Ça, pareil, on vous oriente par rapport à ça. Et l'avantage du visa étudiant, c'est que vous pouvez aussi travailler. Donc, travailler part-time uniquement, donc à temps partiel, 48 heures toutes les 2 semaines. Ça fait du temps partiel, 24 heures par semaine, et sans limite de temps sur le contrat. Contrairement au Working Holiday Visa, qui est un visa de travail d'1 an sur lequel vous pouvez étudier jusqu'à 4 mois maximum et sur lequel vous êtes limité à 6 mois de contrat pour le même employeur. À savoir qu'avec le Covid, il y a eu des dérogations et que les étudiants, jusqu'au fin juin, peuvent travailler à temps plein, si vous avez vu l'info, peuvent travailler à temps plein à côté de leurs cours. Ce ne sera plus le cas à partir du 1er juillet. On est de retour sur du part-time. Donc attention, petite aparté, j'ai dit que j'allais la faire. Là, je parle aujourd'hui du visa étudiant qui est différent du Working Holiday Visa. Si aujourd'hui vous avez un projet de Working Holiday Visa, vous pouvez partir en Australie pour faire ce PVT, visa de travail d'1 an qui vous permet de voyager, travailler pendant 1 an en Australie, mais qui vous permet aussi d'étudier. Je le précise, c'est important. Vous pouvez faire jusqu'à 4 mois de cours sur un Working Holiday Visa. C'est hyper intéressant parce que ça vous permet de perfectionner l'anglais, d'arriver en Australie en étant bien encadré, de pouvoir vous faire un réseau, d'être plus à l'aise pour trouver du travail, etc. Donc, si vous avez un projet de Working Holiday Visa, n'hésitez pas à nous demander des informations sur les cours d'anglais.
Voilà. Je fais cette petite aparté parce que je ne parle pas plus en détail du Working Holiday Visa, mais c'est important de savoir qu'on peut étudier sur ce visa-là. Donc, si vous voulez faire 6 mois de cours d'anglais, il faut partir sur un visa étudiant. Si vous voulez faire, par contre, que 2 ou 3 mois de cours d'anglais et que vous voulez rester 1 an en Australie ou 6 mois et plus, il faut partir sur un Working Holiday Visa. On saura vous conseiller le visa qui est le plus adapté à votre projet, de toute façon. Logement, donc je vais passer rapidement parce qu'Olivier en a parlé tout à l'heure, hein, les différents types de logements en Australie, auberge de jeunesse qu'on appelle backpacker, colocation, résidence étudiante ou cité universitaire, ou famille d'accueil, homestay. Ou chercher Nous Go Steady Australia, on peut vous aider à trouver un hébergement en Australie. Attention, hein, c'est selon la destination, selon l'école que vous faites, etc. On peut vous proposer différents hébergements, pas toujours les mêmes. Avec ton université, tu peux trouver aussi des résidences étudiantes. Il en a parlé tout à l'heure, Olivier. Donc, résidence on campus. Donc, c'est des résidences qui appartiennent, entre guillemets, à l'université, ou off campus. C'est des résidences privées, résidences étudiantes privées, en partenariat avec les universités. Une fois que vous êtes sur place, vous allez pouvoir trouver via des sites internet, Flatmates, Facebook sur le marketplace, Gumtree, etc. L'idéal pour ces sites-là, c'est d'être sur place pour pouvoir visiter. Attention à ne pas réserver n'importe quoi en avance sur Internet, sur des sites comme ça, sans avoir visité. Attention, il y a des arnaques, c'est comme partout. Il ne faudrait pas vous retrouver, arriver sur place et ne rien avoir. Voilà. Et puis sur place aussi, les rencontres, le bouche à oreille, ça fait beaucoup. Si vous êtes à l'université, à l'école de langue, en formation, vous avez forcément rencontré des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens qui potentiellement ont un hébergement à vous proposer. À savoir, donc réserver avant le départ, très important, Olivier il en parlait tout à l'heure, il y a une vraie pénurie de logements en Australie en général, donc c'est pas à prendre à la légère, et éventuellement sur place, vous pouvez réserver, si vous allez à l'université, un semestre, si vous faites des cours d'anglais, vous pouvez réserver 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou en résidence étudiante, et voir les bons plans sur place en fonction des gens que vous allez connaître, les quartiers que vous aimez bien, etc. N'ayez pas peur de partager votre chambre. C'est répandu en Australie de partager sa chambre. Se loger, c'est assez cher. Surtout dans les grandes villes comme Sydney. Pour se loger, c'est très très cher, hein, c'est à la semaine. Vous avez payé votre loyer à la semaine. Croyez-moi, quand vous allez voir le prix d'un hébergement à Sydney, vous allez potentiellement bien vouloir partager votre chambre. Donc en colocation, généralement des chambres de 2. Hein, et en auberge jeunesse, ça peut être des chambres partagées, 4-6 personnes. Auberge jeunesse, c'est bien pour commencer. Ensuite, c'est bien si vous êtes en working holiday visa. Mais par contre, si vous voulez rester sur du long terme, ensuite, c'est bien de changer pour une colocation, par exemple. Donc, pour les appartements en colocation, il y a une caution. Hein, ne soyez pas étonnés si on vous demande une caution, généralement équivalente à 1 à 2 semaines de loyer que vous récupérez à la sortie. Et le loyer est à payer à la semaine, ça je l'ai dit. Job étudiant. Tout à l'heure, Olivier parlait du salaire. Donc, le salaire minimum, en général, en Australie, c'est 21,38 $ de l'heure. Ça fait à peu près 14 €, ce qui est plus, bien plus qu'en France. Et en plus, c'est le minimum. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous travaillez dans la restauration, que vous avez de l'expérience, par exemple, déjà un petit peu en job étudiant, vous allez pouvoir être payé plus et vous êtes payé à la semaine. C'est plus simple pour gérer son porte-monnaie. Supplément de dimanche et jours fériés et tips en restauration. Donc, les salaires peuvent être assez intéressants, même en job étudiant. Ou chercher du travail. Seek, LinkedIn, Indeed, le bouche à oreille, ça fonctionne de la même manière qu'en France. Il y a des sites internet où on peut chercher, on peut se déplacer directement pour aller poser son CV. Et surtout, n'oubliez pas, il n'y a pas que dans le centre-ville qu'on peut trouver du travail. N'hésitez pas à aller aussi poser vos CV en dehors du centre-ville. Voilà, parce qu'en centre-ville, c'est là où tout le monde va et c'est là où les employeurs, parfois, en restauration, par exemple, ou en job étudiant, ils ont des piles de CV énormes. Voilà. Les principaux secteurs, livraison Uber Eats, ça marche beaucoup en Australie pour les jobs étudiants, restauration, hôtellerie, les ménages très tôt le matin, le babysitting, la vente, la construction. Alors tout ce qui est construction, c'est plutôt pour les working holiday visa. Et après, bien sûr, le travail en ferme, je n'en parle pas parce que là, on est vraiment focus études, mais vous connaissez tous le travail en ferme en Australie. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est working holiday visa, on a déjà fait un webinaire à ce sujet. Allez sur notre chaîne YouTube. Et on a un webinaire spécial Working Holiday Visa où on parle notamment plus en détail du travail, du Working Holiday Visa, etc.
Très important, quand vous arrivez en Australie, faites votre demande de tax file number. C'est un numéro, enfin, la demande, elle se fait en ligne, elle est gratuite et c'est obligatoire pour travailler. C'est un peu comme un numéro de sécurité sociale. Sans ça, vous n'allez pas pouvoir travailler légalement en Australie. Et pour les auto-entrepreneurs, par exemple, Uber Eats, si vous êtes indépendant, il faudra faire une demande de Australian Business Number. Voilà. Et c'est pareil, demande en ligne gratuite et directement sur place. Nos conseils, ben, ça va être les mêmes que si vous cherchez un travail en France, cherchez sur place. Le réseau, n'hésitez pas à parler autour de vous du fait que vous cherchez un job, boostez votre anglais puisque sur un même job, une personne qui a un niveau d'anglais plus élevé que l'autre va s'exprimer plus facilement face à un employeur et décrocher un job peut-être plus facilement. Et soyez proactifs et restez positifs. C'est pas parce que si au bout d'une semaine, 15 jours, vous n'avez pas trouvé de travail que vous n'allez pas en trouver. Il y a plein d'opportunités en Australie. Si on est volontaire et en général, on arrive à trouver un travail sans problème. Le visa 485, je terminerai sur ça avant de vous parler rapidement de GoStudy et puis de vous libérer pour votre soirée. Le visa 485, j'en parle parce que c'est quand même assez intéressant. Olivier en a parlé rapidement tout à l'heure. C'est un visa post-études, c'est-à-dire ça vous permet de travailler une fois que vous avez validé un certain niveau d'études. Il y a deux sous-parties au visa 485. Il y a le Graduate Work Stream qui concerne les formations professionnelles. Vous devez faire une formation de minimum 2 ans sur un métier qui est inclus dans la liste SOL, la fameuse liste SOL, Skilled Occupation List, avec la liste des métiers recherchés en Australie. Si votre formation amène à un métier qui est sur la liste des métiers recherchés en Australie et que ce métier amène au visa 485, et bien derrière, vous avez un visa de travail, un visa 485 de travail de 18 mois. Vous êtes autorisé à travailler en Australie et à rester pendant 18 mois. Mais le plus intéressant reste le Post-Study Work Stream. C'est un visa qui va vous permettre de rester travailler en Australie après des études universitaires de minimum 2 ans, donc bachelor ou master, ou graduate certificate plus master, etc. Bon, en général, bachelor, master, minimum 2 ans. À la fin de vos études, vous pouvez faire à la fin de vos 2 ans d'études, vous pouvez faire une demande de visa 485. Vous êtes autorisé à rester en Australie, travailler pendant 2 ans. 3 ans, jusqu'à 3 ans si les études sont effectuées en regional area. Donc, par exemple, Perth, il en parlait tout à l'heure, Olivier. Et ça peut aller jusqu'à 4 ans, 6 ans si vous étudiez dans certains domaines. Et puis, si vous faites, par exemple, un doctorat, alors là, normalement, et que vous faites un doctorat à Perth, vous pouvez aller jusqu'à 5-6 ans de visa de travail. Donc, très intéressant. Si vous voulez émigrer en Australie, n'oubliez pas cette idée du visa 485. Pourquoi pas commencer par les études pour ensuite rester en Australie pour travailler plus longuement. J'espère que c'est assez clair. N'hésitez pas avec le chat si vous avez des questions. Qu'est-ce qu'on vient faire dans tout ça? Nous, GoStudy, on est une agence d'éducation, on est spécialisé sur l'accompagnement des étudiants internationaux en Australie. Donc nous, ici en France, on s'occupe notamment des étudiants français, mais on n'oublie pas aussi les Belges et les Suisses pour qu'on aide aussi à partir en Australie. Les Belges qui ont aussi accès au Working Holiday Visa jusqu'à 30 ans et les Suisses qui peuvent partir avec un visa étudiant. Donc, on a 16 ans d'expérience dans l'éducation en Australie. On est expert sur la destination Australie. Alors, on a 15 bureaux en tout, puisqu'on n'est pas présent qu'en France. On est aussi en Italie, en Espagne, en Amérique latine. Et notamment en Australie, on vous accueille sur différents bureaux. Je l'ai dit tout à l'heure, Sydney, Melbourne, Perth et Brisbane. Voilà, avec nos conseillers français, c'est-à-dire qu'on vous accompagne en France et en Australie. Voilà, ce qui nous tient à cœur, c'est écrit en orange, une expérience 100% réussie en Australie. L'idée, c'est que vous puissiez partir en Australie sans stress. Voilà. On fait tout ce qui est démarche administrative et donc on vous enlève un énorme poids. Et nos services, je tiens à le préciser, sont gratuits pour les étudiants. On est financé directement par les écoles, les universités, le système éducatif en Australie. Donc, c'est une opération totalement gratuite pour vous de partir avec nous. Donc, ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. Si vous faites toutes les démarches de votre côté, tout ce que j'ai énuméré sur l'inscription, la recherche du programme, etc., vous avez payé le même prix que si vous passez par GoStudy. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je vais vous le dire rapidement, je vais essayer d'être brève. On vous conseille sur l'orientation, le choix de la destination, le choix du programme, le choix de l'école.
on trouve quelque chose pour chaque projet. Comme je vous l'ai dit, on est expert sur l'Australie, donc à chaque fois qu'on a des projets, des demandes, on a des projets que les gens ont, qui nous contactent, ils sont extrêmement variés. N'ayez pas peur de nous expliquer votre projet, on vous trouvera un projet qui vous correspond. Donc, si vous êtes plus études, on vous aide sur le choix de la destination en fonction de vos envies, le choix du programme en fonction de votre niveau d'études, le choix de l'école en fonction de ce que vous recherchez exactement. La mise en place, on vous fait l'inscription, on vous prend l'assurance étudiante au SHC, on vous assiste totalement gratuitement sur la demande de visa étudiant. On vous trouve un hébergement aussi si besoin. Donc tout ça, on vous accompagne vraiment de A à Z. Au niveau du départ ensuite, pour le billet d'avion, on a un partenariat avec une agence spécialisée sur l'Océanie. On a un partenariat avec Chapka, j'ai oublié de le noter, qui est une assurance complémentaire avec 5% de réduction. C'est toujours ça de prix. La carte SIM, d'ailleurs, avec Chapka, vous pouvez prendre une assurance complémentaire à l'OSHC, donc pour être partir vraiment très bien assuré. On vous envoie une carte SIM aussi si vous le souhaitez par la poste. Vous avez déjà un numéro australien au moment où vous partez en Australie et ça, on le fait totalement gratuitement. On vous préouvre aussi un compte en banque avant le départ. Quand vous arrivez sur place, vous n'avez plus qu'à aller confirmer auprès de la banque l'ouverture et à récupérer votre carte bleue. Et on vous envoie un joli email pré-départ avec tout le récapitulatif de votre projet. La date de votre rentrée, à quelle heure vous devez être à l'école, l'adresse de votre école, guide de votre ville d'arrivée, le groupe WhatsApp de l'école que vous pourrez rejoindre, votre contact sur place, qui sait, par exemple, si vous allez à Sydney, ce sera Dorian, vous allez avoir ses coordonnées, si vous allez à Perth, ce sera Astrid, par exemple. Voilà, tout ça, ce sera dans votre mail pré-départ et on vous invite à le lire vraiment avec attention et de A à Z. Et puis, à l'arrivée, vous avez une session de bienvenue en français avec votre référent sur place. Admettons que vous arrivez à Perth, et bien vous avez une session de bienvenue avec Astrid, qui est française et qui est dans notre bureau de Go Study Perth. Elle fait aussi dans la session de bienvenue une job session où elle vous donne des infos sur le travail en Australie. On ne vous trouve pas un travail, hein, très important, mais par contre, on vous conseille, on vous oriente à quoi ça ressemble un CV, comment faire votre demande de tax file number, on vous envoie une newsletter sur les jobs en Australie, etc. Et on vous invite à rejoindre aussi le groupe WhatsApp par ville. Donc, sur place, vous avez 5 bureaux à votre écoute et on fait aussi plein d'activités, plein d'événements, des séminaires, etc. D'ailleurs, on a peu de Français qui vont à nos activités, à nos événements, parce qu'ils aiment bien plutôt faire leurs choses, les activités de leur côté, etc. Enfin, on en a de plus en plus, donc on est content. Si vous partez avec nous, ça nous ferait grandement plaisir si vous participez à nos activités événements sur place, où il y a tous nos autres étudiants Go Study, italiens, espagnols, colombiens, mexicains, etc. On a aussi des Allemands, des Anglais, voilà, et vous pouvez venir aussi avec vos amis. Donc, voilà, certification, par exemple, si vous devez passer votre RSA qui est indispensable pour pouvoir servir de l'école en Australie, ou la White Card qui est indispensable pour travailler dans la construction, vous en saurez plus si vous regardez notre webinaire sur les VT, ou si vous allez en Australie, vous participez à notre session de bienvenue, on donne toutes ces informations-là. Voilà, et on vous accompagne si vous voulez rester plus longuement pour étudier. Restez émigré en Australie, voilà. On a aussi, si vous êtes intéressé plutôt par l'immigration, par comment migrer en Australie, on a un contact à vous donner et un code promo pour un agent immigration qui est localisé en Australie. Voilà, et je me répète, nos services sont gratuits. Voilà, j'ai parlé très vite parce que je ne veux pas vous prendre plus de temps. Je sais que ça fait un moment que vous êtes là et je vous remercie vraiment d'avoir été avec nous jusqu'ici. Si vous avez des questions, eh ben, je suis toute oui, c'est le moment de les poser parce que je suis allée un petit peu vite. Je ne sais pas si tout était bien clair pour vous. Est-ce que déjà la présentation vous a plu? Est-ce que ça a répondu à toutes vos questions? Oui ou non? Oui ou non? Ouais, moi, ça m'a plu. Eh bien, super. Ça me fait plaisir. Bonjour, moi j'ai une petite question. Oui. Est-ce que vous pouvez partager ce document que vous nous avez présenté? Oui, bien sûr. Alors là, ça enregistre. Une fois qu'on aura terminé la présentation, je couperai la présentation et je la mettrai en ligne sur YouTube, je pense, d'ici la semaine prochaine. Et si vous êtes abonné à notre newsletter, pour la newsletter du mois de juin, je vous la mettrai dedans. Très bien.
Sinon, oui, il y a quelques questions, mais je crois que on a des rendez-vous en one-to-one. Ouais, c'est ça. Ben, je me souviens qu'on a échangé sur WhatsApp, Mohamed. Toutes les personnes qui sont ici présentes, normalement, ont un conseiller qui les a contactées. Donc, si vous avez des questions maintenant, que vous les posez maintenant, c'est avec grand plaisir que j'y réponds. Sinon, je vous invite à contacter dès demain votre conseiller sur WhatsApp ou par téléphone pour prendre un rendez-vous téléphonique personnalisé. Et voilà, pour expliquer votre projet, avoir vraiment des réponses personnalisées du coup sur votre projet. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser à Olivier avant qu'il nous quitte. En tout cas, je te remercie encore, Olivier, de ta présence. C'était très, très sympathique de ta part de nous rejoindre. Et puis, ça fait envie de retourner à Perth, en tout cas. Tu nous as bien vendu la ville, ça c'est sûr. Oui, alors après, peut-être que ça sera des demandes supplémentaires, mais par exemple, pour revenir à l'intervention d'Olivier sur le Western Australia, on n'a pas eu de présentation sur les domaines de compétences étudiés par niveau, par exemple. Bon, on peut l'avoir différemment, mais par exemple, là, j'ai toujours pas d'idée de ce qu'on peut étudier. Alors, les domaines oui, les domaines d'études. Ouais. Alors, je ne sais pas si tu veux répondre à cette question, Olivier. Ouais. Oui, donc en fait, on a beaucoup de domaines. On n'a pas tous les domaines, mais on a beaucoup de domaines. Donc, comme je vous dis, on a une école d'architecture, une école de commerce, une école d'ingénieur. On a les sciences, on a la physique, on a la chimie, on a la zoologie. Et donc, c'est pour les matières, beaucoup de matières. Et après, on peut faire une licence, donc en 3 ans, un master, bac+5, voire un doctorat. Donc, c'est vraiment à vous de voir, selon votre cursus, qu'est-ce que vous voulez faire chez nous. Oui, parce que par exemple, pour ce qui me concerne, c'est une spécialité, enfin, c'est pour un master et j'imagine qu'il doit y avoir peut-être plusieurs formats de master, ceux qu'on peut faire en 2 ans, ceux qu'on peut faire en 1 an. Et je cherche une spécialité en finance. Donc là, par curiosité, comme je connaissais pas Western Australia, eh ben, je voudrais bien savoir si vous en avez. Alors, pour un exemple précis, on a un Master of Applied Finance. Et donc, c'est un master de 2 ans que vous pouvez faire dans notre école de commerce. École de commerce qui a le label EQUIS, le WACSB, donc qui est bien, bien classé. On a des partenaires en France qui sont l'ESSEC, qui sont SK, donc l'école de Bourgogne. Donc, on a un bon renom. Et c'est possible donc de faire un master de marketing, un master de finance, un master de logistics. On a pas mal de possibilités dans ces domaines-là. Et Elvire pour vous donner donc les coordonnées et les cours directement. D'accord. Donc, Elvire, elle pourra nous donner les plaquettes sur les précisions du programme, parce que même encore avec le terme de finance, ça reste aussi large. Il y a plusieurs branches et il faut encore rentrer un peu plus dans la précision avec le programme. Elvire, vous pourriez me renseigner d'ici demain quand on va échanger là-dessus ou... Oui, bien sûr. Il me semble qu'on a un rendez-vous téléphonique demain à 10h, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc, et si tu tapes UWA Master of Finance, tu auras le lien tout de suite et tu pourras également regarder les cours avec, il y a tout sur place, donc assez rapidement. UWA Master of Finance. Oui. Ouais. Vous directement aller sur le site de l'université, tout simplement UWA, Master of Finance. Et il faut surtout aller dans la section International Students. Tout à fait. Si tu ne trouves pas, je pourrais t'envoyer le lien demain sans problème. Oui, j'ai trouvé le site, il faut que je navigue. Ok, ça roule. Merci en tout cas déjà pour ça. Avec plaisir. Ouais, sinon, non, ça a été bien riche. Après, à 2 reprises, vous avez parlé de beaucoup de possibilités, beaucoup de modules, et qui, en fin de compte, moi, c'est mon ressenti, j'ai l'impression qu'ils nous donnent accès, entre guillemets, souvent à tout. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs chemins pour arriver, des fois, à des résultats identiques, que ce soit sur la forme de visa ou que ce soit sur les programmes d'anglais, parce que vous avez des programmes qui servent à être des pré-universitaires, mais au fin de compte, ce qui doit être requis, c'est un niveau. Donc, il y a plusieurs façons de l'avoir, ce niveau. Vous présentez beaucoup de choses, c'était assez dense. Donc, c'est bien, mais parfois, on
on a peut-être un peu du mal à choisir au fin de compte. Bon, c'est une première approche, mais moi, j'ai une question qui me vient comme ça. Vous avez beaucoup parlé des niveaux requis, mais pas comment dire, des délais pour atteindre des niveaux. Et quand on se projette, moi, je prends mon cas, hein, il est tout simple. Je sais que je vais faire une rentrée en M2 ou en M1 là-bas. J'ai un niveau B1. Combien de temps il faut que je me prépare pour arriver à un niveau C1? Vous voyez, cette question de distance pour programmer et se projeter, ça, on n'en a pas parlé pendant cette séance, mais de toute manière, je vais pas l'oublier de vous la redemander demain. Je le fais déjà maintenant. Ouais, alors je vais te répondre simplement, peut-être qu'Olivier aura quelque chose à dire par-dessus. Nous, si tu veux, sans avoir, par exemple, tu me dis là, mon niveau d'anglais c'est B1, combien de temps de remise à niveau en anglais j'ai besoin pour arriver à un niveau C1? C'est difficile de te dire là comme ça, mais en général, sur un examen international IELTS, si tu as un niveau IELTS 4.5 et que tu dois arriver à un niveau IELTS 6.5 qui est un niveau C1, il faut compter, tu me dis si je me trompe Olivier, à peu près 10 semaines de remise à niveau en anglais par 0,5 points. C'est à peu près ça? C'est tout à fait ça, c'est ce que j'allais dire en fait. Tout à fait. Donc voilà, première chose, c'est on vous fait faire un test au préalable pour voir votre niveau. Et sachant votre niveau actuel et sachant le niveau que vous allez obtenir, on vous fera donc une proposition de 1 mois, 3 mois, 6 mois, selon vos besoins. Et en fait, les besoins, c'est votre niveau, mais c'est également la formation que vous allez faire ensuite en Australie. Comme je vous disais, dans certaines formations, comme en finance, il faudra niveau 6,5 IELTS, l'équivalent TOEFL qui est donc 81, ou alors, si tu es du droit, ce serait plus haut. Donc, c'est pas une science exacte, hein, parce que c'est vrai que les gens vont faire des progrès plus ou moins rapidement, mais globalement, on a des barèmes 3 mois pour un demi-point de IELTS. C'est 1 mois et demi, 6 semaines pour un demi-point. C'est ce que vous venez de dire. 10 semaines. Non, 10 semaines, 3 mois. Ah, d'accord. C'est 3 mois pour un demi-point. D'accord. Et ces demi-points, quand on les compare au niveau A, niveau de A1, A2, B1, B2, ça représente quoi? Parce que nous, c'est souvent le repère qu'on a ici. Oui, j'ai fermé mon ordinateur, je ne peux pas le revoir, mais tout à l'heure, j'avais fait voir il y a un barème, en fait, et on compare le TOEFL, l'IELTS, et c'est à peu près comparable. Hein. Je sais que les gens qui font l'examen, ils n'aiment pas trop les comparer parce qu'ils disent non, on ne compare pas des pommes et des oranges, mais en fait, c'est bien comparable. Donc, selon le test que vous aurez fait, on pourra vous faire une recommandation assez précise. Oui. D'accord. Merci. Il me semble, alors B2, c'est 5.5 à peu près. B1, ça doit être 4 points, c'est 4.5 comme ça de tête. Donc, de 4.5 à 6.5, ben, par demi-point pour arriver, tu comptes 10 semaines. Donc, la remise à niveau, elle est assez longue si tu pars d'un niveau B1 pour arriver à un niveau C1. Ça, faut le savoir. Mais après, il faut que tu passes le test. Alors, justement, Olivier, vous avez un test... Vous avez un English Placement Test gratuit ou est-ce qu'il faut fournir, je ne sais plus? Non, tout à fait. On a un test d'anglais en ligne qui est gratuit, qui nous permet donc de faire une évaluation et une recommandation. Donc, voilà. Ça, on peut le faire assez rapidement. On a besoin juste de l'adresse email, le nom et la date de naissance. Comme ça, on peut vous mettre de côté et on fait faire une évaluation. Et on peut vous dire, pardon, vous avez besoin de 1 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois d'anglais. D'accord. Et donc j'imagine c'est l'intermédiaire, c'est comment ça fonctionne là pour ça. On passe par vous, Olivier, on est d'accord? Exactement. Moi, je fais le lien entre toi et si c'est l'université UWA qui t'intéresse, je fais le lien entre toi et l'université. Moi, je suis ta référente, ta conseillère pour ton projet d'études et c'est moi qui vais te dire les documents qu'il faut rassembler, comment faire ton inscription. C'est moi qui fais ton inscription, c'est moi qui suis en relation avec l'université pour toi. Très bien. Très bien, merci. Voilà. Et c'est la même chose pour tous les autres ici présents. Si vous voulez plus d'informations, etc., c'est moi qui vous donne les informations. Si vous voulez vous inscrire, je vous fais l'inscription. Enfin, vraiment, on s'occupe de tout. Voilà.
Alors, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je me répète, la vidéo sera sur YouTube d'ici la semaine prochaine si vous voulez la revoir. Et pour les personnes qui étaient plus intéressées par un projet PVT Working Holiday Visa, on a déjà fait un webinaire il y a 2 mois, je pense. Et il est sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller le regarder. Et puis, la vidéo sera envoyée aussi présente sur notre newsletter, donc vous allez la recevoir par mail. Benjamin est parti, mais un grand merci à Benjamin pour avoir répondu à vos questions. Merci beaucoup, Olivier, encore, de ta présence. Bonne nuit à toi et puis bonne soirée à tous les autres qui sont ici en France ou en Europe. Et puis, on attend de vos nouvelles, du coup, d'ici demain ou la semaine prochaine. De toute façon, si on n'a pas de vos nouvelles, on viendra en prendre. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Merci encore, Olivier. Merci à tous pour votre présence. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne